22h21 sur ces images en direct du temple près du camp militaire et avec cette inquiétude qui grandit ce soir alors qu'on prévoit demain des températures extrêmes de plus de 40 degrés, 14 nouveaux départs de feu, disait la préfète de Gironde en fin de journée, des lisières à traiter qui sont de l'ordre de 120, 150 km, c'est du jamais vu en France. Avec cette lutte qui va se poursuivre toute la soirée, on va rejoindre l'une de nos équipes, Mathias Nico et Agathe Géraud, qui se trouvent à Marcheprime, avec justement des habitants, des entrepreneurs qui viennent aider les pompiers. Vous le voyez sur ces images d'Agathe Géraud, les habitants locaux sont toujours mobilisés. Ça ne s'arrête pas, même quand la nuit est tombée. Ils continuent d'arroser les lisières de route. Alors ici, on est avec Christopher. Christopher, vous êtes travailleur du bâtiment et vous habitez à peine 5 km. Pourquoi c'est important de faire ça pour vous ? C'est pas que pour moi, c'est pas que pour sauver ma maison, c'est pour sauver les maisons à tout le monde, les animaux, c'est pour tout ce qui existe, tout ce qui est dans les alentours. Voilà pourquoi c'est important, on doit le faire. On doit aider les pompiers, on doit aider les gendarmes, on doit participer, on doit chacun mettre notre tâche à l'œuvre et essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et vous, c'est pas les 35 heures là ? Là, il n'y a pas 35 heures qui comptent. Voilà. Vous vous arrêtez quand ce soir ? Quand on sera en épuisement total, quand on sera tombé. Tant qu'on a de l'essence, tant qu'on a du carburant dans le camion, tant qu'on peut avoir de l'eau, on continuera. Et là concrètement, expliquez-nous, c'est quoi le dispositif là ? Le dispositif, on était à Longton. On a refusé qu'on accède, donc du coup on a été un peu plus loin et on a vu la mairesse de la petite ville qui est juste à côté de chez nous et elle nous a dit d'arroser toutes les extérieurs des routes pour pas éviter que le pare-feu, ça saute les pare-feux, que ça enchaîne chez nous. Et je suppose qu'on se rend utile comme ça, vous vous sentez plus utile ici que évacuer plus loin quoi ? Je me sens pas plus utile, mais j'essaye de faire quelque chose que je peux, aider quelqu'un, aider les habitants à récupérer leur maison un maximum, ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci beaucoup. Et on le rappelle, protéger les maisons, c'est l'enjeu principal ici en Gironde, alors que le feu n'est toujours pas fixé et que selon les derniers chiffres, il y avait 240 habitations qui ont été détruites en 5 jours. Voilà, lieutenant-colonel David Hanotel, encore une fois, ça, ce que font les habitants là. Alors ils disent même, on a été interdit de venir dans certains coins. Alors on vient là. Bon, on sent que tout ça est un peu improvisé. Ça aide les pompiers quand même d'arroser. Oui, bien sûr, c'est des actions qui sont complémentaires, qui seront efficaces dans le temps. Et puis avant tout, c'est évoqué, c'est un besoin de se sentir utile, d'être engagé dans la lutte à leur niveau. Ils sont sur leur territoire, c'est là où ils vivent, c'est là où ils font des loisirs. Pour certains, c'est là où ils chassent. Donc c'est cette articulation, se retrouver avec une fronde d'une partie de la population parce que on refuserait qu'ils viennent en aide. Il faut que ça soit fait dans un certain cadre minimal, mais à partir du moment où il n'y a pas de prise de risque inconsidérée, leur aide est totalement indispensable et la bienvenue, bien évidemment. C'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire la spontanéité des gens qui comprennent pas forcément qu'on leur dise non, là vous passez pas, ou de la préfète qui disent non mais il faut se faire connaître auprès des services un tel et coordonner tout ça, Guillaume. Oui, effectivement, tout l'enjeu c'est de réussir à coordonner, comme vous le disiez, les bonnes volontés avec l'efficacité maximale et le respect des consignes de sécurité. Mais je pense que ce sera peut-être l'un des enseignements, un des fameux retours sur expérience, comme disait hier le président de la République. Le rétex. Le rétex en visite sur place, c'est que il existe déjà dans un certain nombre de communes, très souvent du sud de la France, ce qu'on appelle des comités communaux contre les feux de forêt. Et ils sont organisés par le maire, mais ce sont des bénévoles qui sont, je crois, placés sous l'autorité organisationnelle de la sécurité civile, parce que ce sont eux qui connaissent les contraintes. Mais peut-être que ça pourrait se généraliser. Alors vous avez un autre dispositif, vous avez entièrement raison pour les comités communaux de feux de forêt, mais il y a également les réserves communales de sécurité civile qui sont à l'échelle de l'ensemble du pays. Et typiquement, lorsque l'on voit ce genre de situation, il faudrait à l'avenir effectivement inciter ces personnes à intégrer les réserves communales qui serviront peut-être de manière très ponctuelle, mais il y aurait un cadre un petit peu plus formel, il y aurait une certaine protection de leurs actions et on a un dispositif qui existe, c'est sans doute
très méconnu par l'ensemble de ces personnes, mais on a la base d'un début de quelque chose, et à l'échelon communal, il est vital. On parle des plans communaux de sauvegarde, on parle de plein de choses à l'échelle d'une commune, et il y a effectivement cette main-d'œuvre qu'il faudrait, ces bonnes volontés qu'il faudrait pouvoir intégrer. Elle vous inquiète un peu, cette bonne volonté? Il faut, on est en pleine nuit, voilà, le monsieur nous dit je vais aller jusqu'à l'épuisement total. Moi je pense épuisement total. Je m'inquiète comment il rentrera chez lui. Enfin, à un moment donné, effectivement, il faudrait pas qu'on ait un accident, ça serait totalement contre-productif. Les pompiers ont autre chose à faire. Et en plus, les pompiers ont autre chose à faire, entièrement d'accord. Boris Veliatchev, vous êtes architecte et ingénieur expert en risque majeur. Bon, là, on est dans l'urgence absolue. Là, on arrose le long des maisons pour essayer que le feu s'arrête avant. On peut faire mieux que ça en prévention? Oui, bien sûr. De toute façon, il est indispensable, et ça, on va en tirer les leçons après, je l'espère, parce que ça fait un bout de temps qu'on devrait en tirer les leçons de ce genre de catastrophe, et puis repenser prévention dans ce pays. Je voulais revenir un petit peu aussi sur une règle que les Japonais connaissent très bien, mais c'est vrai qu'en France, on a, je pense qu'on sous-estime le risque incendie, beaucoup, et en plus, les gens sont très peu éduqués à ce niveau-là. Il y a un manque de culture du risque flagrant, et c'est vrai que dans des pays comme au Japon, la culture du risque, elle est culturelle presque, et en plus elle est enseignée depuis le plus bas âge. Mais au niveau de l'incendie, par exemple, il faut savoir que dans toutes les institutions, depuis l'école primaire jusque dans les entreprises, régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, il y a des pompiers qui viennent dans les entreprises, dans les universités, dans les écoles, avec 300 extincteurs, et chacun passe les uns derrière les autres pour savoir éteindre. Il y a aussi des centres de prévention publics gratuits où il y a des écrans de cette taille-là, où on simule un incendie, les gens prennent conscience. Alors ça peut être un incendie urbain, comme un oui, c'est ça. Oui. Ce sont des simulateurs, mais ça permet qui sont très bien faits. Et ça peut être un incendie, mais ça permet aux gens de prendre conscience de la vitesse à laquelle un incendie se propage, et de la précision avec laquelle vous me disiez, par exemple, plus près de nous, au Portugal, on a pris conscience de ça, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au Portugal, en 2017, jusqu'en 2017, ils ont eu une politique qui était purement économique. Ils ont enlevé tous leurs chênes lièges endémiques pour planter des eucalyptus de partout pour faire du bois de construction, en fait, parce qu'un eucalyptus, en 8 ans, ça fait du bois de construction. Un chêne, c'est de l'ordre de 30 ans. Donc c'était beaucoup plus rentable. Le problème, c'est qu'ils ont accru considérablement le risque incendie. Ils ont fait face à des incendies meurtriers ils ont eu très nombreuses victimes, etc. Ça a été dramatique. Donc ils ont complètement inversé la tendance en 2017, pris des réformes draconiennes pour pouvoir réaménager le territoire, éduquer les populations, sensibiliser les populations. Et changer les espèces d'arbres? Réintroduire d'autres espèces d'arbres, bien sûr. Ça, c'est très important. Puis adapter entièrement le territoire pour cela. Et ils ont réduit considérablement le risque. C'est aujourd'hui. Alors, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours. Mais par contre, ils sont arrivés à un tel point de réduction du risque que leurs forces d'intervention aujourd'hui sont adéquates et assez nombreuses. Qu'ils étaient sous-dimensionnés. Alors qu'ils étaient sous-dimensionnés. Qu'est-ce qu'on fait sur la forêt des Landes et de Gironde, par exemple, où ce ne sont que des résineux? C'est qu'il faudra toujours plus de moyens. De toute façon, on le voit bien que les pompiers aujourd'hui sont débordés avec cet incendie qui est hors norme. Mais il faut savoir que l'année prochaine, on risque d'en avoir un encore plus hors norme. Avec le réchauffement climatique, ça va jamais s'arrêter. Donc, au bout d'un moment, on va être complètement dépassé et on ne pourra plus augmenter les forces de sécurité. Donc, le seul moyen d'arriver à pouvoir réduire ce risque, c'est justement de pouvoir faire ça d'un moyen préventif. Je voudrais rappeler simplement 4 règles d'or, et les pompiers les suivent aussi, tout le monde les suit. Ça marche aussi bien en prévention qu'en urgence. Il y en a 2 qui touchent les dommages physiques. C'est préserver les vies. Et ensuite, c'est préserver les biens. Bien, ça peut être même l'endroit où on vit. C'est pas forcément ce qu'on possède, mais c'est l'endroit où on vit. On met les enfants à l'école. Pardon, mais pendant que vous parlez, regardez ces images en direct d'Alice Chaumy, l'une de nos équipes, avec cette lumière et toute la nuit, ces hommes, vous le disiez, on est effectivement dans l'urgence, vont travailler, vont essayer de contenir autant que se peut les reprises de feu, alors que c'est demain qu'il va y avoir la canicule, qu'il va y avoir la sécheresse extrême et ces températures qui risquent de dépasser les 40 degrés. Grand coup de chapeau et respect à tous ces hommes qui vont travailler toute la nuit au moment où nous parlons. Bien sûr. Je veux juste finir sur ce point. Après, il y a deux règles aussi qui concernent les dommages au système. Il y en a une, c'est d'assurer la continuité des services vitaux. C'est l'eau, c'est l'énergie, les communications qui sont aujourd'hui très importantes, la libre circulation des gens et des secours, on le voit très bien, etc. Et la quatrième qu'on oublie trop souvent, mais qu'on le voit très bien, ça a terriblement impacté, c'est
d'assurer la continuité des activités socio-économiques de la région impactée. Et là, ça va être l'après-coup là-dessus. Parce que là, pour l'instant, il y a quantité de secteurs qui ont été touchés, le tourisme, l'exploitation du bois, enfin tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, puis on parle des exploitants, mais il y a aussi tous les employés qui, eux, sont des personnes invisibles. Elles n'avaient rien, elles, non, encore moins. Ce sont les personnes les plus vulnérables qui vont être les plus affectées par ça. Il faut savoir que c'est tout un pan de l'économie de la région qui va être très fortement 200 000 personnes sans travail, 40 000 entreprises à l'arrêt en ce moment. Et ça, c'est primordial. Et notamment tous les saisonniers qui étaient pris en CDD. Et là, la saison est à moitié foutue. Enfin, quand vous avez un hôtel, un restaurant sur le bassin d'Arcachon à l'heure actuelle, il y a plus de réservations, il y a plus de commandes, les voitures ne viennent plus parce que les gens vont pas aller là en ce moment, surtout avec les fumées. C'est une évidence. Mika, vous vouliez rajouter? Oui, il y a plusieurs choses à dire sur ce que vous avez eu comme conversation très intéressante à l'instant. Permettez-moi, Damien, de revenir sur votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt des Landes ? Pour le coup, si vous demandez au parc naturel régional des Landes de Gascogne, ce qu'il faudrait faire, l'une des premières choses qu'il demande, c'est de dédrainer. Alors dédrainer, ça veut dire quoi ? En fait, ça fait depuis le 18e, 19e siècle que les pins qui sont en train de brûler là, que ce soit côté Landes ou que ce soit côté Gironde, ont été plantés. Et ils ont été notamment plantés sous pour Napoléon le III, bois. ça fait un bail. Ben oui, pour avoir du bois, notamment pour la marine nationale. Je vous passe ici les détails, mais évidemment, on n'a plus besoin de bois aujourd'hui pour construire des navires. Et de fait, une des meilleures façons de réduire les risques dans cette région, c'est de en refaire une zone humide, ce qu'elle était avant, qu'elle soit drainée pour devenir donc cette forêt artificielle que nous connaissons. Alors avant, c'était des marais, hein. Il y avait c'est ce que je suis en train de dire, exactement. Voilà. Mais il y a aussi, mais derrière, il y a tout un modèle économique, c'est-à-dire que c'est ce qui fait vivre cette région. Quand vous prenez le TGV et que vous remontez du sud-ouest de la France vers Paris, vous voyez ces forêts des Landes qui n'en finissent pas et qui sont en fait, ce sont presque plus des espaces naturels parce que c'est planté au cordeau. Vous avez tous les 120 mètres, vous avez une percée qui permet aux engins de venir récolter le bois facilement. Tout un système derrière d'exploitation, de transformation du bois. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a, on peut dire pourquoi il y a tous ces résineux, pourquoi il n'y a pas plus de chênes-lièges ? Parce que c'est une activité économique majeure. Oui, et ici je dis pas qu'il faut complètement stopper l'industrie du bois, l'agroforesterie. Je suis pas en train de dire ça. Mais du coup, vous posiez la question, comment limiter les risques dans cette région ? Eh bien, c'est le parc régional qui le dit lui-même, dédrainer, donc c'est-à-dire permettre à cette ancienne zone humide qu'on a drainée, asséchée, pour en faire cette forêt depuis déjà 300 ans, de redevenir la zone humide qu'elle était. C'est un des meilleurs moyens, selon eux-mêmes, de pouvoir... Il faut couper les pins ou quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, dédrainer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire repermettre effectivement à l'eau, au cycle de l'eau, de vivre dans cet espace-là. Donc, c'est recréer des cours d'eau, c'est permettre tout simplement à de la biodiversité à cheval entre la biodiversité marine et de la biodiversité de marécage de pouvoir exister. Donc, c'est effectivement donner des zones à l'industrie peut-être, mais en limiter d'autres pour permettre à cette nature de revenir. Redeviennent des marais, je suis pas sûr que les Landais soient d'accord. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le parc naturel régional des Landes de Gascogne, c'est quelque chose qu'ils poussent depuis de nombreuses années. Alors, ils n'ont pas de soutien, notamment des politiques, mais aussi de l'industrie, et on peut tout à fait comprendre pourquoi. Avec Guillaume et vous-même, on a commencé tout de suite à poser un peu les limites de ce modèle-là, en tout cas du conflit d'usage dont on est en train de se parler. Mais ce conflit d'usage-là, il s'exprime également en Gironde entre cette fois-ci tourisme et activités plus biodiversité compatible. Parce que de fait, il y a aussi des espèces menacées qui ici ont péri ou qui sont en plus en grande difficulté. Quand on écoutait notre collègue là en train d'essayer de noyer le bord de la route parler des animaux, moi ça m'a évidemment touché tout de suite. Pas parce que il y a une dimension écologique particulière plus qu'ailleurs, mais de fait ici il y a au moins 3 espèces qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde qui sont menacées et qui, je sais, c'est pas le plus petit mammifère petit mammifère terrestre du monde qui va soulever les foules, ni même le plus grand lézard d'Europe qui va soulever les foules. Ils sont là. Mais ils se trouvent là, ils sont là. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est les insectes, les oiseaux, c'est l'ensemble de l'écosystème qui fait cette région-là et qui permet à cette région-là aussi d'être une zone touristique boisée qu'elle est aujourd'hui, qui est en train évidemment d'être impactée. On l'avait déjà dit sur la forêt de Fontainebleau, où la faune a souffert d'une façon... Et on n'a pas parlé des animaux aquatiques qui vont aussi souffrir de la cendre ou des molécules toxiques tombées dans l'eau des lacs, par exemple.
Mika a raison, mais là où on voit que la vie c'est compliqué, c'est que écoutez le témoignage du maire de Biganos. Biganos, vous savez, le bassin d'Arcachon, c'est un triangle. Biganos, c'est la commune qui est en bas à droite. Et ce monsieur, il dirige l'association de défense des forêts contre l'incendie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et il dit, dès qu'on veut créer un pare-feu, ouvrir une piste ou curer un fossé, on se heurte à des normes environnementales de préservation de la biodiversité. Récemment, un entrepreneur a reçu une amende de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, parce qu'il avait eu le malheur de dégager un petit fossé supplémentaire. Alors ça, c'est les paradoxes. Je vous coupe. Nous allons tout de suite sur le terrain. Stéphanie Gassibet avec Alice Chémy. Vous êtes aux côtés des pompiers qui remplissent les cuves au moment où nous parlons. Nous sommes à quelques mètres de l'entrée du camp militaire de Souges. Ici, les bénévoles qui ont de petits camions qui ne contiennent pas beaucoup d'eau. Ici, on est à peu près sur 6 000 litres. Ils viennent dans cette gravière à quelques minutes de l'entrée du camp remplir leurs camions pour ensuite pouvoir ravitailler les pompiers. Hugues, vous faites partie de ces bénévoles. En quelques minutes, vous avez fait plusieurs allers-retours. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Écoutez, on a des citernes qui nous attendent à la sortie pour ravitailler en direct les camions qui partent au feu directement au fond. Et nous, on fait simplement des allers-retours pour aider et remplir ces cuves. On met nos propres moyens à disposition avec les moyens qu'on a. Ça fait longtemps que vous êtes ici aujourd'hui ? On est arrivé en fin d'après-midi, effectivement, pour donner le maximum de renfort. Et je pense qu'on va tourner toute la nuit. La fatigue commence à se ressentir ? Pour l'instant, ça va encore, mais on essaye de se relayer avec les collègues, donc on fait ce qu'on peut. Donc ici, on vous le rappelle, des dizaines de civils qu'on a croisés aujourd'hui sont venus à l'aide des pompiers. Ils remplissent leurs camions comme ils peuvent, mais aussi ils apportent de la nourriture, de l'eau, des ravitaillements. Vraiment, tout ce qui est possible est fait pour que ce feu, ici dans la commune du Temple, à l'intérieur du camp militaire de Souges, soit contenu au plus vite. Et pour l'instant, nous voyons encore les flammes qui sont oranges, qui s'enflamment à l'intérieur du camp. Oui, à l'intérieur du camp, Stéphanie Gassibet, c'est bien ça, parce que question autour de ce plateau, est-ce qu'on sait si les flammes ont passé le camp, s'il y a eu des flamèches qui sont allées à l'intérieur? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le camp de Souges, c'est un camp de 2800 hectares. Donc, maintenant que tout le monde a un peu les ordres de grandeur sur ce que peut représenter 1 millier d'hectares, effectivement, vous voyez que c'est extrêmement vaste. Donc, qu'il y ait une partie, un saut de feu qui soit rentré quelque part dans l'enceinte du camp, ça ne veut pas dire que tout le camp est menacé premièrement, mais par contre, deuxièmement, ça nécessite effectivement une action immédiate. C'est valable là pour le camp de Souges. On en parlera, j'imagine aussi, c'est valable pour le CESTA, donc le centre de recherche avec le laser mégajoule qui est sur la commune du Barp. Ces éléments-là... Les militaires ont été évacués depuis samedi. Pour ce qui est du 13e RDP, oui, le 13e régiment de dragons parachutistes, donc qui est installé, qui vit, qui s'entraîne sur ce site du camp de Souges, ils ont été évacués samedi. Il y a un certain nombre de mesures pour les entraînements, notamment sur les mines, les explosifs, même si la plupart sont inertes, pour les sécuriser, les évacuer, qui ont été mises en œuvre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les militaires en soi ne sont pas impactés, autrement que d'avoir dû évacuer. Mais c'est une zone très particulière. Ceux qui s'entraînent là, le 13e RDP, c'est en fait une unité de renseignement profond. Donc, si vous voulez, c'est une unité qui fonctionne en petits groupes, qui a des techniques de camouflage assez avancées et qui, de fait, est censée aller, dans le cas de conflit, derrière les lignes ennemies pour faire de l'observation, l'identification sans se faire repérer. Et de fait, ils s'entraînent là depuis maintenant 2011, ils étaient en Lorraine avant, parce qu'effectivement, pouvoir s'entraîner dans ce massif forestier-là, ça leur donne une compétence qui est absolument fondamentale dans un certain nombre de pays avec lesquels la France pourrait être amenée à avoir des conflits majeurs. Oui, lieutenant-colonel David Anotel, c'est spécifique un camp militaire comme celui-là. On parlait de possibilités de mines, de munitions. Attention, danger là. Alors il y a effectivement des risques particuliers. Malheureusement, des incendies au sein de camps militaires, il y en a fréquemment, à minima régulièrement, suite à des tirs. Il y a eu dans le sud-est à Canjuers il n'y a pas très longtemps et dans le Gard à Nîmes des départs de feu qui sont un peu plus compliqués que dans des zones totalement civiles, puisque effectivement vous pouvez avoir des résidus de munitions, des mines, enfin des installations un petit peu particulières. Il y a des dispositions spécifiques à respecter pour les interventions, donc on n'intervient pas comme dans le reste du territoire de manière totalement libre et sans consigne particulière. Mais ça reste un incendie en milieu naturel, donc globalement on est sur une intervention assez similaire.
D'ailleurs, quand vous avez une campagne de tir dans ce genre de camp, l'armée a elle-même ses propres moyens d'intervention de première urgence en cas de départ de feu, parce que c'est un camp militaire, c'est pas comme le jardin des Tuileries. Veut dire, il y a de la broussaille, c'est un rêve. C'est un rêve pour démarrer un incendie, quoi. Donc on comprend que ce soit un milieu qui soit effectivement assez dangereux, assez risqué pour ça. Et là, c'est évidemment donc un champ de tir, c'est un centre d'entraînement au déminage. Donc évidemment, il y a des mines, des engins explosifs, et de fait, ce qu'il faut éviter absolument, c'est le cook-off. Le cook-off, en fait, c'est le fait que la chaleur se rapproche des lieux où on va stocker effectivement ces munitions ou ces munitions d'exercice, et qu'avec la chaleur, il y a une forme de pression et que la libération de l'énergie fasse que des munitions explosent, des choses comme ça. C'est vraiment ça sur le camp de Souges là qu'on essaye d'éviter. C'est pas un champ de mines avec des mines qui explosent partout où les pompiers pourraient aller, comme on pourrait s'imaginer dans les films de Pendant que vous parlez, regardez ces agriculteurs qui aident avec leurs tonnes d'eau, leurs réservoirs, les pompiers au plus près des camions de pompiers pour les remplir au plus vite et éviter cette noria de camions de pompiers obligés d'arrêter leur travail pour aller rechercher de l'eau. Là, les agriculteurs, les travailleurs agricoles sont là pour les aider. Autre aide, bonsoir Nicolas Di Domenico, on est content de vous avoir. Vous êtes directeur d'exploitation d'une entreprise de BTP, de bâtiments travaux publics à Hourtin, en Gironde. Vous-même, vous avez aidé les pompiers de quelle manière ? Alors, bonsoir à tous. Effectivement, toutes les entreprises, en tout cas locales, vous travaillez dans une entreprise spécialisée dans le TP, et puis les aménagements forestiers sur Hourtin, sur notre territoire en Gironde. Effectivement, aujourd'hui, nous avons été sollicités, en tout cas par les DFCI, par les responsables des DFCI, par les communautés locales, par nos mairies, par les réquisitionnés aussi, par la préfecture, mais pour intervenir sur les pistes, pour établir des pare-feux. Ces pare-feux qui sont nécessaires, comme vous l'avez vite compris, pour intervenir, pour que nos pompiers puissent intervenir rapidement sur les feux, ce qui a été le cas et qui aurait pu être le cas un peu plus rapidement si nous avions pu intervenir un peu plus tôt. Mais en tout cas, nous avons agi au plus vite pour toutes les entreprises, je précise bien, toutes les entreprises locales. Elles sont intervenues assez rapidement et très rapidement. Concrètement, vous faites quoi ? Vous prêtez des engins, des camions ? Alors bien sûr, aujourd'hui, on a mis à disposition, sous avis, sous réquisition un peu aussi de la préfecture, et puis réquisition un peu de nos mairies, et puis nous avons été les premiers à intervenir, même sans être réquisitionnés. Nous avons été les premiers à intervenir parce que nous habitons ici. Moi-même, et tous mes amis aujourd'hui, moi je suis sinistré du Porge, j'habite le Porge, la commune du Porge, qui a été très sinistrée. Donc on se sent tous concernés, et effectivement toutes les entreprises en local se sentent concernées. Et donc c'est intervenu, et pas que nos entreprises, les jeunes, les moins jeunes. Les pères de famille, les mères de famille sont tous intervenus aujourd'hui pour protéger, en tout cas, leur village, leur maison, le patrimoine, les forêts. Voilà, c'est un peu l'idée générale qui s'est passée sur le Porge ces dernières heures. Mais vous, dans les travaux publics, vous prêtez des bulldozers, des engins de chantier ? Bien sûr, mais c'est même nécessaire. Aujourd'hui, sans ces engins, il est impossible aujourd'hui à nos pompiers d'intervenir efficacement sur les feux qui se sont déclenchés sur les différentes communes des alentours. Donc aujourd'hui, nos engins, les bulldozers, nos pelles, et c'est surtout au-delà de nos engins, c'est les opérateurs qui sont intervenus rapidement, qui se sont, sans compter leurs heures, parce qu'en fait, ils ont travaillé presque 12 heures d'affilée. Nos opérateurs ont travaillé 12 heures d'affilée ces dernières heures pour intervenir rapidement avec les engins. Ouais. De toute façon, votre entreprise est arrêtée, c'est-à-dire que vos salariés ne travaillent plus. Mais effectivement, je vais être peut-être assez radical sur le problème économique, mais aujourd'hui, qui aujourd'hui peut travailler en Gironde avec le drame écologique qui se passe. Aujourd'hui, les feux concernent toute la Gironde. C'est pas seulement notre commune, c'est toute la Gironde est concernée par ce qui se passe aujourd'hui. Les entreprises du BTP sont même à l'arrêt. Des entreprises majeures aujourd'hui du territoire sont à l'arrêt, ne peuvent pas travailler. Donc, nous avons tous intérêt aujourd'hui, entreprises du BTP, à défendre notre territoire, qui est aussi notre territoire économique. Vous disiez que vous étiez un peu, vous regrettiez qu'on n'ait pas fait appel à vous plus vite, tout de suite. Pourquoi ça aurait peut-être limité les choses ? C'est toujours facile de faire les constats a posteriori, mais effectivement, il y a des décisions, et c'est un peu le sujet qui va arriver un peu après le drame qui est en train de se vivre. C'est qu'il faudra se poser les questions de comment aujourd'hui on gère
ce type de drame et comment aujourd'hui nos entreprises peuvent être sollicitées plus rapidement pour intervenir. Aujourd'hui, clairement, nous étions prêts. Enfin, dès que les incendies sont apparus, les entreprises du BTP local, la nôtre et nos confrères, étions prêts à intervenir. Et aujourd'hui, sous commandement ou pas sous commandement, aujourd'hui, nous aurions dû même intervenir bien plus tôt pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour faire quoi? Pour faire des pare-feux? Pour faire quoi exactement? Faire des pare-feux, retirer des arbres? Si vous imaginez bien une forêt aujourd'hui sans pare-feu, aujourd'hui nos pompiers sont cantonnés à être sur les bords de route, à attendre les feux. Aujourd'hui les pare-feux, aujourd'hui pour permettre de ralentir déjà simplement les feux, de permettre aux pompiers d'intervenir plus rapidement et plus efficacement. Aujourd'hui les hommes sont au sol, effectivement nos Canadair sont certainement efficaces. Jusque dans une certaine mesure, mais les hommes au sol ont besoin de pouvoir intervenir au cœur du feu. Et ça, on aurait dû le faire des années avant? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'aménagement du territoire, mais juste en tant qu'acteur local et en vivant au milieu de nos pins, effectivement, il y a des choses qui auraient dû être faites bien avant. Effectivement, si vous sollicitez les personnes qui sont concernées, très rapidement, on viendra à la conclusion qu'effectivement, tout n'a pas été mis en place de façon optimum pour éviter ce drame. Et aujourd'hui, les conséquences vont être dramatiques, en tout cas pour tous les acteurs locaux du BTP comme nous, et puis pour beaucoup plus de personnes, les restaurateurs, d'autres entreprises. Beaucoup de personnes vont être concernées par ce qui se passe aujourd'hui et par les non-décisions qui ont été faites. Concrètement, aujourd'hui, Nicolas Di Domenico, vous payez vos salariés pour aider les pompiers? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas demander de travailler, même si les gens vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire, même physiquement. Moi, aujourd'hui, j'ai vu sur la commune des Porches des gens qui donnent beaucoup plus que de leur énergie, beaucoup plus que de leur temps pour le faire. Nos salariés le font aussi. Et tous les gens aujourd'hui qui sont concernés, qui vivent sur le territoire, donnent beaucoup de leur énergie, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, je vous le répète, pour protéger et défendre ce qui reste à sauver. Et ça, c'est aujourd'hui la vérité. Merci beaucoup Nicolas Di Domenico, directeur d'exploitation d'une entreprise de bâtiments travaux publics à Ourtin en Gironde. Vous vouliez ajouter Boris Veliachev? Je vais dire, c'est très intéressant ce qui a été dit. Alors au-delà du fait, bien sûr, qu'on aurait dû s'y mettre depuis longtemps, de réaménager les forêts de manière à réduire justement le risque, ce qui a été dit au niveau du fait d'avoir à attendre qu'on réquisitionne, etc., et qu'on leur demande d'intervenir, il y a des exemples, par exemple au Japon. Alors je vais prendre un exemple. Au Japon, dans la préfecture de Miyagi, où il y a eu le fameux tsunami en 2011, il faut savoir que dans cette préfecture, ils ont pris un arrêté parce que après un événement comme un séisme ou un tsunami, eh bien, il y a des gravats partout, il y a des débris partout, il est très difficile. Et ensuite, la mairie et la préfecture est chargée de réquisitionner, d'aller chercher sur des listes tous les ingénieurs spécialisés qui vont faire les diagnostics de savoir si on peut retourner dans ce bâtiment, si on peut pas, si celui-là faut le détruire. Et ça prend énormément de temps, toute cette procédure administrative pour aller chercher tous ces ingénieurs pour faire ce travail. Ça prenait 2, 3, 4 jours très souvent pour mobiliser toutes ces personnes. Alors ils ont changé leur fusil d'épaule et par exemple maintenant tous les ingénieurs civils qualifiés ont chez eux une enveloppe avec un lieu de destination et au moindre séisme ou au moindre tsunami, etc. Il y en a encore eu un hier. Ils ouvrent l'enveloppe et ils sont chargés d'aller dans cette région-là, dans la zone qui leur est impartie, et d'aller commencer à faire les diagnostics. Et ça leur a permis de gagner 2, 3, 4 jours dans la vitesse de récupération après le désastre. Et ça, alors c'est un petit détail parmi d'autres, mais c'est exactement ce dont il parlait. Ce sont des choses qui peuvent améliorer considérablement la réponse en cas de crise. Lieutenant-colonel David Amnotel, quand vous écoutez ça, on aurait pu aller beaucoup plus vite. D'accord avec ça, notamment dès que le feu part. Alors en partie, mais il y a quand même une problématique d'organisation des services de secours sur ces premières heures. Il faut structurer l'intervention, il faut mettre en place les postes de commandement, il faut avoir un cadre opérationnel qui s'installe. Donc c'est compliqué en parallèle d'avoir un nombre de personnels civils qui sont pas sensibilisés à la lutte contre l'incendie, qui vont effectivement être plein de bonne volonté, mais dont on saura pas forcément faire. Donc dans les premières heures, il n'est pas concevable d'avoir autre chose que des sapeurs-pompiers sur le lieu ou des forces de sécurité intérieure qui vont libérer les itinéraires. Je comprends la frustration, mais sur un incendie de cette taille-là, avec qui plus est, il y avait en même temps un départ du côté de Biscarrosse, les services de secours, ils ont besoin de structurer les choses et de s'installer. Et c'est pas une mince affaire lorsque vous avez, là on en a 2750, mais il y a eu rapidement plusieurs centaines, 300, 400, 500. Il faut que les choses s'installent. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a les échelons de commandement qui doivent se mettre en place.
Voilà, on peut pas malheureusement avoir en plus sans moyen de communication, parce qu'il y a aussi cet élan-là. Ils vont se présenter à 200 au poste de commandement. Très concrètement, comment vous les dirigez ? On n'a pas les moyens à ce moment-là. Par contre, dans un second temps, c'est ce qui se met en place à l'heure actuelle. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Puis c'est intéressant quand même, ce chef d'entreprise qui dit « je paye mes gars pour aider les pompiers », parce que de toute façon, on ne peut plus travailler en Gironde. C'est toute la région qui est impactée. Guillaume. Dans un sinistre de cette ampleur, avec autant de gens qui interviennent, il y a forcément des moments d'attente, des frottements. Une forme de latence. Voilà, c'est ça. Un sentiment de perte de temps. Mais il faut quand même savoir que les gens qui sont à la tête de ce dispositif, ils ont une expérience qui est unique. Marc Vermeulen, qui est le patron du service départemental incendie secours, c'est l'homme qui a accueilli Emmanuel Macron hier et qui lui expliquait sur une grande carte comment les choses avançaient. Il était déjà là en 2022 lors des très grands incendies des Landes de Gascogne, de la Teste de Bûche. Et donc c'est un homme qui a vraiment, je pense qu'on pouvait pas espérer mieux. Enfin, je parle sous votre contrôle, on en a colonel, mais effectivement, voilà. Il fait partie de cela. Lui avait vraiment cette expérience déjà d'un feu de très grande ampleur et en plus dans la même zone. Regardez ces images au temple, image d'Alice Chaumy, et on voit des flammes de feu qui reprennent ce soir sur le terrain, avec l'angoisse pour demain, et c'est arrivé de la canicule, ou en tout cas vigilance orange, et des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés. Là on part au plus pressé pour l'instant, on essaye d'arrêter ce qu'on peut. Ce patron de BTP, c'est intéressant ce qu'il disait. Il disait les pompiers sont obligés d'attendre le long des routes, parce qu'on peut pas aller dans la forêt, parce qu'il y a pas assez de routes, il y a pas assez de pare-feu. En fait, c'est le type de véhicule aussi qui va jouer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un véhicule où vous n'êtes que deux, vous avez en fait le canon sur la tourelle, si vous voulez. De fait, vous ne pouvez que tirer depuis la route, et donc vous allez avoir un effet immédiat à quelques mètres à partir de la route. En revanche, si vous avez des camions à 4, vous avez un pompier qui reste chauffeur, si vous voulez, du camion, et les 3 autres peuvent déployer une lance jusqu'à 100-120 mètres à l'intérieur de la forêt et vraiment agir. Donc fondamentalement, là, c'est une question de type de moyens. Soit 4x4 et puissent passer partout. Oui, en fait, tous les CCF déjà, donc les camions de feux de forêt, les plus gros, les 4000, 6000, 8000, sont 4x4. Donc ça, ils peuvent passer. Mais le sujet derrière, c'est qu'est-ce que vous avez comme équipement sur le camion. Tous, même parmi les CCF 6000 ou 8000, ne sont pas forcément équipés de ces... Mais on a également une question d'aménagement du territoire et de choix, effectivement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, de perdre 1000 hectares pour pouvoir faire une bande pare-feu ou multiplier les pistes, et non pas une forêt qui soit uniquement à vocation commerciale, entre guillemets. Ouais. C'est des pistes également d'amélioration, mais il y aura une réflexion à mener sur les techniques particulières utilisées en Gironde et dans les Landes, qui sont différentes de certaines régions du territoire, parce que les exploitants agricoles sont réticents à dire. Ils sont réticents, mais je pense qu'à la fin de la saison, quand on leur expliquera que plutôt d'en avoir perdu 40 000, ils auraient peut-être pu en perdre 20 000 s'il y avait eu d'autres pistes et un aménagement différent. Effectivement, c'est dur à entendre. Il y a un impact sur l'économie important, mais on pourrait plutôt que de parer au plus pressé et de faire des barrières coupe-feu en catastrophe, en urgence. Mais ça, c'est à l'administration, c'est à l'État de dire si vous plantez tant d'hectares, je veux tant de kilomètres de pare-feu. Il y a des réglementations à faire. C'est pas fait, ça. C'est l'aménagement du territoire. Ça fait partie à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. L'administration, elle s'occupe surtout de la protection des habitations, plus que des exploitations sylvicoles elles-mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes à moins de 200 mètres d'une forêt, effectivement, vous devez, la règle générale, c'est 50 mètres, ça dépend d'un département à l'autre, mais vous devez débroussailler 50 mètres autour de chez vous, y compris d'ailleurs chez votre voisin, si votre voisin n'a pas lui-même une maison et que votre terrain s'arrête avant 50 mètres. C'est rarement fait, hein. Oui, c'est pas toujours fait, effectivement. Je pense que ça le sera plus à partir de la semaine prochaine, parce que je pense que les gens, et à juste titre, auront eu très peur. Mais là, par exemple, souvent on voit sur ces routes des Landes, c'est planté presque à la limite de la route. Et donc on comprend que c'est pour des raisons de productivité, parce que surtout que vous avez parfois les jeunes pousses sont attaqués par les chevreuils, et donc l'exploitant se dit plus je plante, plus j'ai de chance. Voilà, je densifie au maximum. Mais de ce fait, le pare-feu
que pourrait constituer la route, il est plus étroit, donc moins efficace. Et c'est pour ça qu'on met des pins du reste, hein. C'est pas qu'une question de climat local, hein. On l'a dit tout à l'heure. Justement, on a drainé pour mettre des pins et on continue à mettre des pins. Typiquement, les forêts qui ont brûlé en 2022 ont été reboisées avec des pins. Donc, si vous voulez, on est dans la même logique parce que c'est rentable. Et là-dessus, ce qu'il faut écouter peut-être, c'est la fédération des forestiers privés, parce que la fédération des forestiers privés, donc qui est une association industrielle, hein, pour la faire courte, même si c'est aussi beaucoup de petits gestionnaires de forêt, ils disent très clairement, il faut mieux faire respecter, avec peut-être plus également de sanctions, mais surtout plus de contrôle, les obligations légales de débroussaillage. Il faut reclasser au cadastre 3,8 millions d'hectares de forêt qui aujourd'hui sont encore classés agricoles. Il faut, et je prends vraiment que ce qu'ils disent là-dessus, hein, intégrer dans les documents d'urbanisme une zone tampon inconstructible à moins. Donc ils sont d'accord avec les mesures à prendre. Mais s'ils le font pas. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que ça déjà, ce n'est pas mis dans une réglementation, en tout cas pas encore. Xavier Titelman est avec nous. Bonsoir Xavier, spécialiste aéronautique. Quand on voit l'ampleur des feux, 14 points de reprise de feu, un feu tentaculaire qui demain risque encore de s'échapper un peu plus loin avec la canicule, avec les terrains de plus en plus secs et puis les vents tourbillonnants, on se dit, ces moyens aériens, bon, il faut les avoir, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que c'est pas très insuffisant? Mais dans tous les cas, il faut pas oublier qu'un feu, il s'éteint d'abord par les hommes et par les équipes qui sont au sol. 80% d'extinction du feu, c'est le sol. 15%, c'est la prévention dont on a parlé à un instant. Et il y a quelques pourcents qui sont apportés par les moyens aériens. Mais c'est un renfort qui est très important ponctuellement. Évidemment, dans la mesure où là, on était très en dessous des besoins, tout simplement parce que les besoins ont évolué dans les dernières décennies et qu'il n'y avait pas d'avions disponibles. On n'avait pas pu augmenter cette flotte simplement parce qu'il manquait d'appareils qui ne sont plus en vente. On n'a pas pu accompagner cette montée des besoins. Donc les dernières commandes, elles vont arriver un petit peu tard, 2028 pour les plus optimistes, 2032 certainement qu'il y aura là des solutions qui vont vraiment arriver. Et d'ici là, on essaie de faire de son mieux avec des A400M, avec des petits avions d'épandage agricole qui vont être adaptés pour répondre et pour essayer de faire du bombardement. Mais ça reste presque un pansement sur une jambe de bois parce que globalement, aujourd'hui, il faut avoir des gros avions bombardiers d'eau en plus grande quantité. Et là, il va falloir continuer à serrer les dents pendant quelques années parce qu'on n'a pas de solution. Oui, mais par exemple, l'A400M, on nous dit il doit aller ravitailler en produits retardants à Istres. Du coup, il peut faire 2 passages maximum sur la Gironde. C'est ça, en fait, il doit mettre... Alors, c'est aussi parce que ça n'a pas été anticipé. Si l'État avait acheté plus de systèmes, là, le seul système qui est opérationnel, c'est celui qui était le prototype qui était utilisé et développé par Airbus. Donc, il n'y en avait qu'un seul. S'il y a 18 mois, on s'était dit, ça vaut le coup, c'est une bonne idée, peut-être qu'on en aurait 2 ou 3 qui seraient disponibles. Et puis, si on n'avait pas pris cette décision il y a seulement 15 jours, on aurait certainement été capable de déployer ce qu'on appelle des pélicandromes, c'est-à-dire un environnement pour pouvoir recharger l'appareil qui soit moins loin que Istres pour pouvoir augmenter le taux de rotation. Si on avait eu 3 avions qui savaient faire un largage toutes les demi-heures plutôt qu'un avion qui fasse un largage toutes les 3 heures, forcément, il y aurait eu plus d'efficacité. Donc là, il y a eu une erreur, une carence des autorités. Il y a eu une absence de prise de décision depuis plusieurs années, et c'est un des rares domaines dans lequel il aurait été possible de faire quelque chose. Il faut être clair, il y a des efforts qui ont été faits, la disponibilité des aéronefs est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était il y a quelques années. Moi, j'ai quitté la sécurité civile en 2017. Dans les années qui ont suivi, il y a certains jours, il y avait que 2 avions qui étaient opérationnels. Aujourd'hui, on se plaint d'en avoir seulement 5 sur 12 qui peuvent écoper et bombarder. Certes, c'est très en dessous de ce qu'on pourrait espérer, mais néanmoins, il y a des efforts qui ont été faits. Question, pardon, de néophyte, mais plutôt que de le faire retourner à Istres, la 400M, on peut pas mettre des camions citernes avec du retardant et puis l'amener sur l'aéroport de Bordeaux ? Alors, si, théoriquement, c'est le cas, mais ça devrait fonctionner comme ça. Sauf que la 400M, si jamais il a le moindre problème, il faut quand même avoir tout son environnement technique autour de lui pour pouvoir le remettre en œuvre. Donc, il y a des systèmes d'asservissement au sol, il y a des systèmes de refroidissement, il y a des systèmes pneumatiques, hydrauliques, électriques, et tout ça, comme on l'a pas anticipé, c'est uniquement sur les bases de départ, de décollage et d'atterrissage de la 400M. C'est-à-dire, il y en a une à Orléans et il y en a une à Istres, et c'est tout.
Et si on l'avait prévu, si on avait anticipé et qu'on avait déployé des systèmes sur d'autres aéroports, oui, on pourrait le faire. C'est pas juste le fait de mettre de l'eau, c'est aussi tout l'écosystème autour de l'A400M. Ouais. Y a une autre polémique qui naît en ce moment, qui est de dire on ne peut pas intervenir de nuit sur les feux, alors que les anglo-saxons peuvent le faire. Apparemment, les Espagnols commencent à le faire. Les Landes et la Gironde, c'est plat. C'est pas les Alpes. Pourquoi nous, on ne sait pas faire ? Alors, c'est pas une question que ce soit plat, c'est une question que le cockpit doit être adapté au pilotage, ce qu'on appelle les jumelles de vision nocturne. Si dans votre cockpit, vous utilisez un cockpit traditionnel, le moindre petit voyant bouton qui va être rétroéclairé, il va vous rendre aveugle parce qu'il va vous donner trop de lumière dans le casque. Et à ce moment-là, les pilotes ne vont plus avoir la visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, évidemment, c'est très dangereux. Sauf que pour pouvoir exploiter des avions qui sont aptes au pilotage sous jumelles de vision nocturne, eh bien, ça s'anticipe des années et des années en avance. Soit on prend des avions militaires, ce qui est le cas de plein de pays. L'A400M est un exemple. Il y a beaucoup de pays en Europe, en Israël, qui vont utiliser des Hercule C-130, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, tous ces pays qui utilisent des avions militaires pour faire du travail de la sécurité civile, eux, potentiellement, ils pourraient faire un travail de nuit. C'est l'armée de l'air espagnole qui exploite les avions de bombardement d'eau. Nous, on a vraiment séparé les flottes. La flotte de l'armée de l'air, on a le strict minimum pour que l'armée de l'air puisse faire son propre travail, et on n'a pas de marge pour pouvoir dire on va bloquer 3, 4, 5 avions pour faire du bombardement d'eau. Il aurait fallu anticiper encore une fois tout ça. Donc soit on attend les nouveaux avions bombardiers d'eau qui vont arriver 2028-2032, et là on aura une capacité d'attaque de nuit, soit on transforme et on utilise nos avions militaires très rapidement pour faire d'autres opérations. L'A400M, on en a parlé, mais il y a également des solutions comme Kylin qui permettent de lancer des sortes de bonbonnes d'eau à l'arrière de n'importe quel avion militaire. Et là, on pourrait le faire de nuit. Israël, la Roumanie, encore une fois, le font toutes les semaines. Ouais. Et l'A400M, là, il peut pas voler de nuit, lui, avion militaire ? Si, alors, il est capable de voler de nuit pour les missions pour lesquelles il a été certifié pour l'instant. Il sait faire des posées d'assaut dans le désert, sur un terrain. Il sait faire du largage de parachutistes, il sait faire plein de choses de nuit. Mais voler de nuit dans un environnement avec de la fumée, avec des feux, c'est encore une autre catégorie. Alors ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les casques ont été certifiés pour ça? Est-ce que les pilotes ont été entraînés pour ça? Donc oui, il sait voler de nuit, mais l'entraînement auquel les pilotes de l'armée de l'air ont eu le droit pour faire cette formation, elle a duré seulement 10 jours. Peut-être que le vol de nuit, ça nécessite des semaines d'entraînement, la coordination avec les autres équipes qui vont être autour. Et ça, à ma connaissance, ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. Merci beaucoup, Xavier Titelman, spécialiste en aéronautique. Vous restez avec nous. C'est vrai que c'est passionnant parce que c'est très technique, tout ça. Ah, bien sûr, il faut donc cette formation NGV. Dans tous les cas de figure, on s'y est pas pris à temps, quand même. Il faut effectivement cette qualification NGV, donc Night Goggle Vision, pour pouvoir effectivement naviguer de nuit et ici servir à ça. Parce qu'on pouvait penser que les feux de forêt auraient lieu l'été, quand même. Oui. Raisonnablement. Oui, non, bien sûr. Non, mais écoutez, il y a tellement de choses sur lesquelles effectivement il y a eu un manque d'anticipation ou un manque de travail ou un manque d'équipement, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi eu tellement de choses sur lesquelles les exercices, les retours d'expérience, les préparations, les qualifications également de vol pour pouvoir avoir par exemple des Canadair sur la Seine pour Fontainebleau, etc. Ça a marché. Là, on sort d'une séquence où on a eu la plus grande migration interne au sens de l'évacuation de 220 000 personnes jamais réalisée en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous n'avez pas eu une seule victime. Il se passe des choses d'un côté qui effectivement mettent en exergue des manques, et de l'autre côté il y a aussi des choses bien qu'il faut signaler. Mais on dit pas le contraire, on dit simplement qu'il y a peut-être un manque d'anticipation. Et puis justement pour illustrer le manque d'anticipation, il y a une autre polémique dont vous n'avez pas parlé avec Xavier, si Xavier nous entend toujours, c'est la polémique qui émerge en Espagne. Parce que pour le coup en Espagne, en particulier à Séville, dans l'écosystème donc de l'aéronautique à Séville que je connais un petit peu pour des raisons liées à l'hydrogène pour l'aviation, je passe les détails, il y a des gens qui sont en train de vous dire mais pourquoi en fait Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, le 21 mai annonce que le kit de l'A400M, le seul qui existe, ce prototype, sera utilisé par l'armée de l'air espagnole durant l'été pour contrevenir aux feux de forêt, et ce kit-là, finalement, les Français ont réussi à le récupérer, Français l'ont ramené en France, ont signé la convention le 17 juillet dernier, et en moins de 8 jours l'ont mise en opération. Ça, donc pour on a coupé l'herbe sous le pied des Espagnols. Et non seulement à partir du principe où c'est à Séville que le kit a été conçu,
construit. Donc, si vous voulez, vous avez cette polémique-là en plus. Alors même qu'il y a des incendies très graves en Espagne aussi, en particulier à l'ouest de Madrid, Absolument. mais aussi au nord de Valence. Allez, on retourne sur le terrain avec vous, Stéphanie Gassibet. Alors qu'on parle, évidemment des moyens aériens, mais on voit ces images, énormément de camions de pompiers autour de vous qui passent, qui repassent devant la caméra, et puis ces flammes au loin, Stéphanie, avec Alice Chaumy à vos côtés. Tout à fait, nous sommes toujours à l'entrée du terrain militaire du camp de Souges. Vous le voyez sous cette pleine lune sur les images d'Alice Chaumy, nous pouvons voir de la fumée qui se dégage, nous pouvons voir aussi quelques brasiers de couleur orange qu'on peut distinguer entre les arbres de pin. Tout à l'heure aussi un hélicoptère de reconnaissance faisait des boucles au-dessus du cercle de fumée. Ici les pompiers sont toujours aussi mobilisés, les civils aussi. Ils font de plus en plus d'allers-retours vers les points d'eau pour remplir leurs camions et être le plus efficace possible pour venir en aide aux soldats du feu. On ne sait pas pour l'instant si, au moins ici, on ne sait pas si les flammes ont pénétré le camp de Souges, mais en tout cas, vous le voyez, la vue d'ici, on voit que le feu est toujours là. Et vous voyez les camions de pompiers y aller sur ces flammes, ils réussissent dans le noir à aller au plus près de ces flammes ? En tout cas, à l'entrée, en discutant un tout petit peu avec eux, il y a une route qui coupe cette forêt de pins en deux. On sait que sur la route, il y a une vingtaine, voire une trentaine de camions de pompiers. Nous, ici, à l'entrée, on les voit en sortir à toute vitesse, remplir leur citerne d'eau et foncer directement. On ne sait pas s'ils sont tout près des flammes ou pas. Dans la nuit, on n'arrive pas à le distinguer. Mais en tout cas, oui, ils retournent à l'intérieur du terrain militaire. Merci beaucoup Stéphanie Gassibet et Alice Chaumy pour les images au temple devant ce camp militaire de Souges où vous le voyez toute la nuit, ça n'arrête pas, ce va-et-vient, cette noria de camions de pompiers ravitaillés par des tonnes d'eau des agriculteurs ou des réservoirs avec les camions, activité extrêmement fébrile au moment où nous parlons. Encore une fois, ça va durer toute la nuit et puis cette inquiétude pour demain avec ces températures qui vont monter, des vents qui risquent de tournoyer. Demain, ça va vraiment être la journée de tous les dangers. Le docteur Nicolas Gonzalez nous a rejoint. Vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital de Saclay. Alors là, on ne le voit pas à l'image, mais tout à l'heure, tout le monde avait le masque parce que les fumées étaient gigantesques autour. Risque pour les soldats du feu, là pour les pompiers, de Paris d'ailleurs, c'est marqué sur le t-shirt. Mais s'il y a des personnes qui sont bien au courant des risques auxquels ils s'exposent, c'est les pompiers. Donc le fait qu'ils mettent des masques montre bien la nécessité de les porter. Et lorsqu'on est exposé au contact de ces fumées qui sont nocives, il est très important de pouvoir se protéger. C'est vrai que les masques FFP2 ou FFP3 procurent une protection contre les particules, les microparticules qui sont particulièrement impliquées dans les problèmes respiratoires qui pourraient se dégrader. Alors les pompiers sont des personnes qui sont suivies médicalement, donc qui sont en très bonne santé, qui n'ont pas de contre-indication à aller s'exposer à ces fumées, mais il faut quand même être prudent. Par contre, ça ne protège pas contre le monoxyde de carbone, par exemple. Donc, il faut être extrêmement prudent et dans ces zones de contact, on le voit aussi avec ces jeunes agriculteurs, il faudrait qu'ils puissent être eux aussi protégés. Ils devraient avoir des masques là. Ils devraient avoir des masques dans cette zone particulièrement exposée. Surtout, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont exposés. Est-ce qu'ils sont soutenus sanitairement? Ça, je n'en doute pas. Mais il y a une véritable protection, prévention à faire sur cette zone de contact. Alors, vous savez aussi que porter un masque FFP2 pendant des heures, quand on a tout un équipement lourd sur soi et qu'on travaille toute la journée, c'est quasi impossible. Complètement. C'est pour ça qu'il faut se relayer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un soutien, qu'il y ait une noria en fait une chaîne humaine en fait qui permette justement de pouvoir se prendre du repos, de pouvoir permettre à son corps qui a été exposé à une contrainte énorme thermique de fumée, de pouvoir récupérer. Et c'est tout là aussi l'enjeu de pouvoir durer sur cet incendie, de pouvoir rester opérationnel le plus longtemps possible. Donc ça, c'est tout
un enjeu majeur du soutien sanitaire qui est sur place, de pouvoir justement avoir ce rôle de garde-fou par rapport à l'envie de vouloir aller toujours plus loin, toujours plus fort, et de pouvoir calmer un petit peu et d'avoir cette lucidité, ce discernement nécessaire. Vous voyez comme moi le titre qui s'affiche à l'écran, le feu a repris ce soir. C'est-à-dire la préfète disait 14 reprises du feu, mais c'est sans doute davantage ce soir. Le feu est très très loin d'être sous contrôle ou d'être fixé. Au contraire, les informations qui nous parviennent nous disent que ce feu devient tentaculaire et l'inquiétude également pour demain, qui va être la journée absolument terrible. Il y a une solidarité médicale en ce moment. Est-ce qu'on sait quel est l'état de la population en Gironde? Quelles sont les pathologies particulières? Est-ce que vous avez des cas qui se multiplient, je ne sais pas, d'insuffisance respiratoire, d'asthme et autres? On peut tout à fait se projeter, puisqu'on a déjà eu le cas en 2022. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait une augmentation significative d'hospitalisation aux urgences pour des pathologies respiratoires notamment. L'impact des fumées, et on le connaît maintenant à distance, les microparticules, les 2,5, en dessous des 2,5 micromillimètres, pardon. Et donc c'est l'impact que ça a directement sur les voies aériennes, et notamment auprès des personnes les plus vulnérables qui sont déjà affectées par des maladies chroniques respiratoires, cardiovasculaires, les femmes enceintes également qui doivent se protéger absolument et ne pas s'exposer, les enfants, et puis on rajoute à ça toutes les autres personnes qui potentiellement pourraient décompenser une pathologie chronique. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a une augmentation aussi significative du nombre d'appels au centre 15 de Gironde, qui est connu, puisqu'il a publié, le CHU de Bordeaux, un chiffre, on est été à peu près 3600 à 4000 appels au lieu des 2500 habituels. Et c'est pour ça que le plan blanc permet de dimensionner le capacitaire de l'hôpital, et aussi, en s'associant bien sûr à tous les acteurs du territoire de Nouvelle-Aquitaine et bordant, pour pouvoir dimensionner le dispositif pour absorber et les personnes qui ont été évacuées, et également les personnes qui vont avoir besoin de soutien ou sur lesquels on va pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'il y a aussi un plan de continuité d'activité qui est déclenché et qui est soutenu. Voilà, et toujours ces images qu'on vous met en permanence, en direct, avec le ravitaillement en eau, là, apparemment des pompiers. Bonsoir Jean-Bernard et Audrey Bonnefond. Alors vous avez été évacué d'Andernos vendredi dernier, vous avez été contraint de quitter votre maison d'hôte située à Andernos, et puis vous êtes revenu dernièrement sur place. Apparemment, votre maison d'hôte sert à accueillir des gendarmes aujourd'hui. C'est exact, oui. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien déjà. On a sollicité la mairie samedi après-midi, la mairie d'Andernos, pour leur proposer nos chambres d'hôtes pour ceux qui auraient besoin effectivement d'être accueillis. Donc, on nous a au départ répondu négativement, et on nous a rappelé dans la soirée pour nous demander si on pouvait pour venir accueillir des personnes. Et on est rentré dans la nuit, et c'était donc pour accueillir effectivement la brigade de gendarmerie d'Andernos, ainsi que les renforts et quelques civils aussi. Les gendarmes actuellement dorment chez vous, alors qu'avant, je crois, ils dormaient dans des voitures, dans des camionnettes. Exact, ils ont été obligés de quitter du coup leur brigade parce qu'elle était en lisière de forêt, donc c'était potentiellement dangereux. Et donc ils ont effectivement, les nuits précédentes, leur arrivée chez nous, ils ont été obligés effectivement de dormir dans leur voiture. Peut-être pas tous, il y en a peut-être qui ont sûrement dormi effectivement dans des gymnases, mais pas tout le monde. Donc après, nous, on n'a pas cherché à être indiscret, mais on sait qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé pour certains. Ouais. Vous les soignez, j'allais dire, vos gendarmes. Vous leur préparez les petits déjeuners, vous les encadrez. Exactement. Le but, c'est quand même Alors du coup, voilà. Donc nous, on a plusieurs chambres d'hôtes. Donc ils sont dans les chambres d'hôtes. Ils ont effectivement chacun leur salle de bain, ce qui leur permet d'avoir quand même chaude. Voilà, un confort, un lit confortable. Et donc le matin, on leur prépare le petit déjeuner, comme on fait pour nos hôtes quand on les reçoit en période effectivement estivale et tout au long de l'année d'ailleurs, où on leur fait des gâteaux maison, des yaourts maison, confitures maison, oranges pressées.
Voilà. Des viennoiseries qu'on fait cuire aussi tous les jours. Voilà, le service 4 étoiles. Guillaume Roquette vous pose une question. Oui, je voulais savoir quel avait été l'impact de ces incendies sur votre clientèle. Vous disiez que vous aviez plusieurs chambres d'hôtes. J'imagine que le mois d'août jusqu'à septembre, ce sont ces périodes de haute saison. Vous êtes limitrophe du bassin d'Arcachon. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'annulations, de gens qui s'inquiètent et qui du coup décident de ne pas venir? Alors, non, on en a eu bien sûr, mais les annulations qu'on a eues sont les annulations des personnes arrivant là actuellement pendant la période où effectivement on ne peut pas accéder à la ville. On a plutôt un comportement inverse où on a plutôt des gens qui nous appellent en nous disant bon, écoutez, notre réservation est à partir du 31 juillet. Bon, mais si c'est encore fermé au 31 juillet, ben on viendra le 1er août. Et puis si c'est pas le 1er août, c'est le 2 août, on décalera. On a plus des gens qui réduisent leur séjour, mais qui ont la ferme intention quand même de venir, plutôt que des annulations. On en a 2 ou 3, on va pas vous dire le contraire, mais c'est vraiment plutôt minime. Ce qui est incroyable dans votre aventure, j'allais dire, c'est que vous êtes en fait dans l'illégalité. C'est-à-dire que vous étiez évacué, vous êtes revenu de vous-même, on vous a dit non, on n'a pas besoin de vous, et puis maintenant, oui, bah si, on a besoin de vous. Non, on n'est pas revenu dans l'illégalité. Ah bon, c'est la mairie d'Andernos. Non, la mairie d'Andernos nous a dit non au début et nous a rappelé dans la soirée en nous demandant de venir. Donc, on a été réquisitionnés et avec un laissez-passer, nous sommes venus à la demande de la mairie. Nous, on a été baisse des disciplines et vendredi, on a été évacués. On est parti, on a vidé notre maison d'hôtes et nos clients. On a appelé samedi pour proposer nos services. Au départ, refusé. Et ensuite, ils nous ont rappelé samedi soir. On était à La Traîne, donc en banlieue sud de Bordeaux, à 1h30 d'ici environ. Et on nous a rappelé à 23h et nous sommes arrivés chez nous, donc à minuit et demi. Et 5 minutes après, nous avions la brigade de gendarmerie qui était là pour prendre effectivement possession des lieux. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui vous les entendez quand vous les servez, les gendarmes, le matin, le petit déjeuner, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Déjà, ils nous disent souvent qu'ils ont quand même très bien dormi. Ils nous remercient pour l'accueil. Voilà, ils sont contents du sourire et de l'accueil. C'est devenu très amical quand même. Et puis voilà, après ils essayent de parler aussi peut-être de leur vie à eux, sans forcément parler de la situation actuelle, parce que ils vont aller dedans tout de suite en sortant de la maison. Donc voilà, après nous, notre rôle aussi, c'est d'être là pour les servir, pour essayer de discuter avec eux, mais de rester quand même, nous, à discrétion, parce que ça ne nous regarde pas non plus. On essaye d'être... Du point de vue économique, vous allez pouvoir bénéficier des assurances ou je ne sais pas si vous avez des employés, d'être aidés d'une façon ou d'une autre? Tout dépendra des arrêtés préfectoraux. Tout dépendra de ce que l'État va décider de mettre en place. Nous sommes assurés pour une perte d'exploitation parce que nous sommes des professionnels du tourisme et nous travaillons du 1er janvier au 31 décembre. Donc nous, c'est une entreprise à part entière, hein, c'est notre travail. Mais par contre, voilà, tout dépendra effectivement de ce qui va être mis en place, suivant si c'est déclaré en catastrophe naturelle ou non. Si c'est déclaré en catastrophe naturelle, les assurances effectivement ne couvrent pas ou à minima effectivement ce genre de choses, même pour une perte d'exploitation. Donc alors là, ça va être tout va dépendre effectivement de ce qui va être décidé par les pouvoirs publics, tout simplement. Ouais. Et les gendarmes, là, au moment où nous parlons, ils sont chez vous ou ils sont encore sur le terrain? Il y en a certains qui sont sur le terrain. Oui, il y en a qui devaient rentrer un peu plus tard dans la soirée, pas avant minuit, et d'autres sont déjà chez nous. Ils font des rotations. Bon, oui, ils font des rotations sans doute. Merci beaucoup, Jean-Bernard et Audrey Bonnefond, de cette maison d'hôtes d'Andernos. Encore une fois, la solidarité. Puis Guillaume, vous en parliez, mais on sent une petite, je sais pas comment on peut dire ça, improvisation. La mairie dit non, vous restez où vous êtes, puis après rappelle, si, on a besoin de vous. Bon. Oui, et en même temps, ça peut se comprendre parce que il y a des injonctions contradictoires, comme disent les psychologues. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la mise en sécurité des populations. Donc le maire, on lui demande d'évacuer. Bon voilà, il obéit. C'est probablement la préfecture qui le lui a demandé. Et puis ensuite, on a dû lui dire mais il faut pouvoir loger les forces de l'ordre sur place.
place. Et donc, effectivement, il y a une dérogation. Moi, je pense que c'est plutôt positif. Ça montre que il y a un peu de souplesse, exactement, et que en cas de besoin, la règle générale peut être un peu contournée. Oui, et puis les gendarmes sont plutôt contents de dormir dans un lit et de prendre une douche chaude plutôt que de dormir dans la voiture. Oui, pardon. On a une situation qui évolue beaucoup, donc il y a beaucoup de changements, donc il y a pas mal de décisions qui ont été prises sur le coup aussi. Et c'est valable aussi pour les constitutions de pare-feu. On a vu, la préfète Bocage l'a dit un peu plus tôt dans la journée, 121 kilomètres de pare-feu ont été réalisés en à peine quelques jours. C'est absolument dantesque comme manœuvre. Et de fait, ici, 121 km, il n'y a pas eu effectivement de débat environnemental, il n'y a pas eu de formulaire CERFA, si je caricature un petit peu la chose. Ce que je veux dire, c'est que quand effectivement nécessité fait loi, on s'adapte, mais on s'adapte pas non plus n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de plans, ou en tout cas de cadres qui ont été mis en place, et à chaque fois que vous voyez ce genre de réalité émerger, ça reste quand même dans une forme de cadre, et des plans qui ont été évolués depuis les feux de 2022 pour cette région en particulier. On retourne sur le terrain, si vous le voulez bien, dans cette édition spéciale qui va durer toute la nuit sur LCI. Retrouvez notre équipe Mathis Nico et Agathe Géraud qui sont à Lanton, toujours avec les agriculteurs, les bénévoles autour d'eux, qui veulent absolument, et on les comprend, aider les pompiers en cette nuit cruciale, encore une fois, nuit de pleine lune, mais avec demain, l'arrivée d'une chaleur étouffante, plus de 40 degrés, vigilance orange canicule et des vents qui risquent de tournoyer et de compliquer un peu plus la situation. Mathis Nico. Eh bien ici je peux vous dire que ça ne s'arrête jamais. Christopher, il a mouillé le bord des routes toute la journée avec 3 cuves de 1000 litres et ça ne s'arrête pas avec les moyens qu'ils ont ici. Alors Christopher, vous êtes travailleur du BTP, vous mouillez toute la journée, on comprend pour stopper les potentielles reprises de feu. Elles ressemblent à quoi vos journées? Vous êtes dans quel état d'esprit aussi? L'état d'esprit, je garde le moral. Le principal, c'est que tout le monde puisse rentrer chez soi un jour ou l'autre. Voilà, mon état d'esprit, il est comme ça. Vous êtes fatigué, vous êtes stressé, décrivez-nous un peu votre morale. Fatigué, mais on garde la tête haute et on avance. On avance comme on peut. Et là, c'est quoi l'objectif de l'action en cours là? On fait ce qu'on nous a demandé. C'est-à-dire? On nous a dit d'arroser les bords des routes pour éviter que ça aille vers les villes. Elles sont où les villes? Elles sont loin? Les villes sont à 6 km, je pense, même pas 6 km. On le comprend, votre travail est essentiel pour prévenir le feu qui pourrait arriver sur ces forêts de pins. Et bien sûr, protéger les routes, protéger les communes, c'est important. On le rappelle, à ce jour, il y a au moins 240 maisons détruites par les flammes ici en Gironde. Voilà, et la population qui aide en arrosant, j'allais dire, les talus devant les maisons pour faire en sorte que les flammes ne les parcourent pas. Mika Blujon-Mérette, vous avez des infos, vous, avec certaines reprises de feu sur des lieux importants comme celui du Mégajoule? Oui, par exemple, donc dans la commune du Barp, qui est un petit peu plus au sud que Marcheprime, vous avez effectivement 3 reprises de feu qui ont été constatées dans l'après-midi, et notamment, ce qui est important ici sur la commune du Barp, c'est d'évoquer le fait que entre le Barp et Marcheprime, vous avez l'une des installations stratégiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez le CESTA, qui appartient à la direction des affaires militaires, des applications militaires, du CEA, le commissariat de l'énergie atomique, sur laquelle est installé le laser Mégajoule. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est l'une des installations qui coûte le plus cher. Pour le coup, d'un point de vue militaire, on parle ici d'un investissement de plusieurs milliards d'euros. Et ce laser mégajoule, il est fondamental pour notre dissuasion nucléaire, parce que c'est avec cet instrument-là, qui cherche aussi sur des sujets de fusion ou sur des plasmas, c'est là qu'on va garantir la réalité, la véracité de notre dissuasion nucléaire, plutôt que de faire des tirs en réel comme on l'a fait en Polynésie jusqu'en 1996. Oui, donc, des simulations de tirs nucléaires. Tout à fait, à base on va faire tirer des lasers sur du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène, bref. Mais l'enjeu ici, c'est de dire que cette infrastructure-là, même si elle n'est pas forcément menacée elle-même, parce qu'il y a beaucoup de coupe rase, parce qu'elle est certes dans la forêt si vous voulez, mais elle en est suffisamment loin, en tout cas l'infrastructure
l'infrastructure est Et on suffisamment peut imaginer qu'un lieu comme celui-là, aussi stratégique, il est protégé. C'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Avant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non seulement il est protégé, mais en plus les moyens de pompiers dédiés au site, par exemple les camions de feux de forêt de 6000 litres qui sont effectivement la détention de ce site-là du CEA, sont mis à disposition du SDIS pour justement combattre les départs de feu, les 3 départs de feu qu'il y a eu aujourd'hui sur le bar. On met tous les moyens possibles et imaginables. Sur les images, d'ailleurs, on voyait des pompiers de Paris qui, eux, ont des camions qui sont utilisés pour des incendies urbains, on le voit très bien. Et ceux-là peuvent pas rentrer dans les forêts. Ils doivent rester sur les routes goudronnées, en fait. Donc, ils sont mis en lisière, en fait. Et puis, regardez quand même l'équipement des gens, là. Oui, ça, pratiquement torse nu, pas de masque. Bon, voilà. Ça, c'est la réalité aussi. On part au plus pressé. C'est vrai qu'il y a un peu d'improvisation. Ces gros carrés, là, tous les gens qui vivent à la campagne connaissent ça. C'est les cubes de 1000 litres qu'on met au bout des gouttières pour récupérer l'eau de pluie. En général, ça sert plutôt à arroser son jardin. Et là, effectivement, ils les ont fixés dans une camionnette. Ils ont rajouté la pompe pour pouvoir les recharger ensuite. Mais en même temps, même si c'est un peu artisanal, la démultiplication de ce genre d'initiative, elle est considérable parce qu'on est dans des zones rurales, donc avec des gens qui ont ce type d'équipement. Pour des urbains sans doute comme nous, ça paraît un peu étonnant. On se dit, est-ce on n'a pas ça dans notre garage? Mais c'est encore une fois quelque chose qui est relativement commun. Et donc, je trouve que c'est assez formidable parce que c'est une période abominablement traumatisante, même pour ce département, ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est sans doute j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est un peu un exemple de résilience, quoi. C'est-à-dire que la population locale, elle se laisse pas abattre, elle l'attend pas en rentrant la tête dans les épaules en disant pourvu que ça brûle pas chez moi et j'attends la suite. Non, les gens se mobilisent. C'est assez beau. Comme vous le disiez, ça fait quelque part du bien de voir cette humanité-là. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aux polémiques de tout poil, de tout critiquer, que quand on voit que c'est votre territoire qui crame, eh ben, on y va. On se pose pas de questions, on y va, quelles que soient les professions, quels que soient les âges, on s'y met. Xavier Titelman, vous êtes toujours avec nous. Comment ça se passe? J'imagine que les moyens aériens vont repartir très tôt demain matin. On planifie toute la nuit ce qu'on va mettre en place pour demain, surtout demain avec l'arrivée d'une certaine canicule, de l'air qui va se réchauffer et des vents qui risquent de tournoyer? Alors déjà, il y a une remise en état des appareils. Entre chaque vol, les avions ils vont être vérifiés, contrôlés, et la disponibilité des appareils de demain, c'est déjà aussi une question qui se travaille cette nuit. Est-ce qu'on aura 5 avions? Est-ce qu'on en aura 8? Est-ce qu'on en aura 11? Ça, c'est un travail pour toute la nuit, et vous pouvez être sûr qu'il y a des techniciens qui sont en train de travailler sur les Canadair, les 12 Canadair, il y en a 11 potentiellement, et les 8 Dash 8 qui sont les avions qui sont basés au sol, qui lancent plutôt d'habitude les retardants. Donc déjà, la question de la disponibilité et du nombre d'avions qui sont opérationnels, elle se travaille maintenant. Disons qu'on est 6 avions de chaque catégorie, on a une douzaine d'appareils. Là, ils vont évidemment décoller dès que la lumière du jour va être disponible et dès qu'ils vont pouvoir se mettre en l'air, coordonnés par des appareils de coordination qu'on appelle les Beechcraft, avec les hélicoptères également de commandement et avec des drones d'observation, les drones qui appartiennent à la sécurité civile et aux services départementaux de pompiers, et également ceux de l'armée de l'air qui sont mis à disposition avec des caméras infrarouges qui permettent de voir les reprises de feu relativement tôt. Donc tout ça, c'est préparé, c'est coordonné. Il y a des plans d'attaque qui sont déjà prêts parce qu'on sait évidemment dans quel sens progresse le feu étant donné que c'est par rapport au vent. Donc il y a des prévisions météo qui sont faites également. De la même manière que les pompiers se prépositionnent et se réorganisent en fonction de l'évolution de l'incendie et du vent, eh bien ils préparent. Ah, apparemment on vous a perdu, Xavier. Merci beaucoup en tout cas. Désolé. Merci à vous. Pour ces informations. Merci Xavier Titelman. On va repartir sur une des informations de la journée. Reprise des feux, a dit la préfète de Gironde. Et puis, évacuation toujours plus nombreuse, notamment des campings à Lacanau. 4000 touristes ou estivants qui ont dû être évacués depuis ce matin. Alors ça s'est fait plutôt dans le calme. Regardez cette séquence. On a quand même 5 minutes, là. Oh, oui, on est les derniers, c'est des pêches. On s'est fait engueuler déjà, là. Mais c'est normal qu'ils nous engueulent. Va chercher la dernière valise. Ah ouais, j'y vais. Hein si l'on veut.
grand van, hein, bien sûr, on n'a pas le choix. Vous avez beaucoup d'affaires? Ben ouais, pas mal quand même. Et puis je voulais quand même pas les abandonner parce qu'on habite loin, nous, donc... On comprend pas trop parce qu'on a le ciel bleu et puis on sent pas spécialement les odeurs de fumée, on doit démonter et on a l'impression de faire ça un peu pour rien, quoi. On pensait que ça s'était apaisé, on s'y attendait pas trop ce matin, là. On est triste de partir, mais après on pense aux gens qui sont là et qui ont tout perdu. Voilà, alors ça c'était l'évacuation des campings ce matin, et puis ce soir, la préfète de Gironde, ça c'est un petit espoir, soyons optimistes, a commencé à dire que 3 villes, 3 villages pouvaient rentrer chez eux, les habitants pouvaient rentrer chez eux, écoutez-la. Je vais proposer aux habitants, aux maires et aux habitants de 3 communes qui n'ont pas connu de feu de réintégrer leur domicile à 2 conditions. À 2 conditions, et elles sont impératives. 1, qu'ils laissent leur portable allumé et qu'ils suivent strictement les consignes de sécurité. S'ils reçoivent de nouveau un FR alerte, ils devront partir. 2, avoir un sac prêt à partir, mais s'ils le souhaitent, ils pourront rentrer. Il s'agit à ce stade des communes du Haillan, de Mérignac extra-rocade et de Hésine extra-rocade. Voilà, on va essayer d'adapter notre réponse au fur et à mesure de l'évolution des risques et du feu. On pourra éventuellement demander une autre évacuation si c'est nécessaire, mais pour l'instant, cela ne nous semble pas nécessaire. Voilà, on sent toute la fragilité là du système. Bon, on fait rentrer les habitants de ces 3 communes, mais soyez prêts à chaque fois à pouvoir repartir. Bonsoir, Quentin Bernago, vous êtes président de la Protection civile de Gironde. J'ai envie de vous demander d'abord quelle est la situation ce soir au moment où nous parlons. Quelles sont les informations que vous recevez? Est-ce que les feux reprennent dans la nuit? Bonjour, donc oui, effectivement, on a eu quelques informations comme quoi il y a eu des reprises, notamment au camp de Souge aujourd'hui. Comme vous l'avez précisé juste avant, on a procédé à l'évacuation préventive des bases de vie et des campings au niveau de la Cano, donc des vecteurs sont intervenus. Et actuellement, donc, l'ensemble des lieux ont été évacués et maintenant on est en attente de l'information concernant soit les retours à domicile, soit l'évacuation de futures zones. Vous êtes particulièrement inquiet pour la journée de demain où on le redit, il va faire des températures sans doute au-dessus des 40 degrés. Ça va être une journée particulièrement compliquée demain? Tout à fait, on redoute ces températures dans un premier temps pour nos bénévoles parce que, il faut le savoir, actuellement plusieurs centaines de bénévoles de la protection civile vivent sur place à proximité des incendies sur la commune de Villeneuve-d'Ornon. On a fait le nécessaire pour s'assurer que les bases vie puissent permettre aux secouristes de se reposer dans les meilleures conditions et bien évidemment au vu des températures, on redoute que les incendies regagnent de vigueur et on verra ce qui se passe demain, mais en tout cas nous sommes prêts à toute éventualité. Ouais, les vents aussi risquent de changer, de tournoyer. Ça peut compliquer les choses. Tout à fait, ce feu est complètement imprévisible depuis le début, donc bien évidemment on reste attentif à l'évacuation de toutes les communes à proximité, ça peut partir vers le nord, vers le sud en fonction des vents. Donc le COD de la préfecture et les équipes des sapeurs-pompiers nous remontent les informations en temps réel, ce qui nous permet de pouvoir nous préparer à toute éventualité et à toute évacuation si nécessaire. Ouais, y compris, j'allais dire Bordeaux, ou en tout cas l'immédiate banlieue de Bordeaux, le feu peut aller dans cette direction, c'est pas exclu. Bien évidemment, toutes les possibilités ont été évoquées par Madame la Préfète. On se prépare à toutes ces éventualités. Bien évidemment, l'ensemble du territoire et notamment les Bordelais espèrent qu'on n'en arrivera pas à des situations aussi dramatiques. Mais il faut être préparé, c'est sûr. Est-ce que vous estimez avoir suffisamment de moyens en hommes et en matériel ? Oui, tout à fait. La protection civile de Gironde, dès les premiers instants, était présente sur les lieux pour justement parer aux éventualités d'évacuation. On a très vite fait l'appel à la Fédération nationale de protection civile qui nous a envoyé de nombreux renforts. Au total, depuis le début de cette crise, c'est plus de 300 bénévoles qui sont investis sur le département de la Gironde avec plus de 45 ambulances et autant de véhicules de transport de personnel. Donc actuellement, les moyens sont suffisants. Nous procédons à des rotations régulières pour permettre aux bénévoles de se reposer parce que bien évidemment, on est sur un incendie qui dure depuis bientôt une semaine et il faut faire en sorte que tout le monde puisse se reposer et que tout le monde puisse être mobilisé dans les meilleures conditions sur ces incendies. Ouais, restez avec nous. Merci de ces précisions, mais on sent bien que là c'est le repos. On traite ce qu'on peut faire, mais on attend que les troupes se reposent
pour affronter la journée de demain qui risque encore une fois d'être difficile. Michaël Blujon-Mérette, vous nous disiez que dans les 3 communes où les habitants avaient été autorisés à revenir, il y avait aussi des questions de matériel stratégique. Oui, les 3 communes dont on parle, donc c'est Ézines, c'est Le Haillan et c'est Mérignac, extramuros, extra-rocade. Et donc c'est une bonne nouvelle effectivement de réouvrir ces 3 villes-là, parce qu'effectivement ce sont des villes qui sont à la proximité de l'agglomération de Bordeaux. Donc là c'est déjà une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on peut imaginer pour Bordeaux. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, vous avez effectivement le site d'Ariane Group sur la commune du Haillan, où là pour le coup, donc c'est une usine qui va fabriquer des parties des moteurs du lanceur Ariane 6. Vous avez d'autres industries encore dans ces 3 villes-là. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça nous permet de pouvoir aborder la journée de demain avec une forme, non pas de certitude, mais en tout cas une positivité vis-à-vis du fait que le feu est quand même moins à proximité de Bordeaux que ce qu'on aurait pu le craindre encore dimanche soir. Peut-être une précision sur la commune de Mérignac. La préfète le disait, Mérignac extra-rocade. Pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Parce qu'en fait, la commune de Mérignac, qui est à côté de l'aéroport de Bordeaux, c'est pour ça que l'aéroport est dans la commune de Mérignac. Voilà, le nom est familier. En fait, la ville est coupée en son milieu, de nord au sud, par l'A630, qui est la rocade de Bordeaux, c'est-à-dire l'équivalent du périphérique ou de l'A86 ou de la francilienne. Et en fait, les gens qui sont du bon côté, c'est-à-dire à l'est de la rocade, eux, ils craignaient rien, entre guillemets. Et en fait, c'est pour ça qu'eux n'avaient pas été évacués, contrairement à ceux qui étaient extra-rocade. Et moi, j'ai parlé aujourd'hui avec des Bordelais qui disent « Oh ben, on n'est pas trop inquiets parce que la rocade nous protège. » Parce qu'effectivement, c'est une sorte de coupe-feu qui peut être assez efficace parce que il est assez large. Alors, regardez à gauche de votre écran nos images en direct de nos équipes. Je ne sais pas si c'est la pleine lune au-dessus. On ne sait pas trop pour l'instant. Mais avec en tout cas les pompiers qui sont toujours à pied d'œuvre. Et puis à droite, eh bien, c'est la carte des feux en direct et des feux qui malheureusement progressent en ce moment. Et sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pratiquement tout le pourtour qui progresse aussi, et ça va être particulièrement compliqué. J'ai envie de vous demander, Nicolas Gonzalez, quand on voit ça, quand on voit cette masse énorme, on a envie de se dire, même si on n'est pas dans la région, on respire quand même tout ça. Mais la qualité de l'air se dégrade, et on sait que les particules voyagent sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc forcément, c'est une pollution, et l'exposition à cette pollution peut avoir des répercussions, en effet. On les connaît aussi sur les risques respiratoires et autres pathologies, oui, tout à fait. Ouais. Vous avez suffisamment de capacité d'accueil en Gironde, ou bien vous avez aussi un plan où vous envisagez de pouvoir rapatrier un certain nombre de patients dans d'autres unités hospitalières? C'est déjà ce qui a été fait à l'occasion des évacuations, des 220 000 personnes. Parmi elles, il y avait des nombreuses EHPAD et personnes âgées et vulnérables. Il y avait un hôpital aussi d'Arès qui a été évacué, des centres de rééducation. Donc parmi tous ces patients, il y a eu un tri qui a été fait, et les patients ont été répartis sur l'ensemble du territoire, sous la direction de la cellule de crise au niveau de l'ARS et l'organisation territoriale de santé, qui donc a fait action auprès de l'ensemble des hôpitaux pour justement libérer des places, et tout cela, ce maillage, ce territoire s'étend sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et même au-delà, avec également des renforts qui viennent aider, notamment au parc des expositions à Bordeaux à l'occasion des évacuations. C'est pratiquement des termes de guerre que vous employez là, un tri, on en est là. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir, à un moment donné, on prépositionne des médecins, des équipes médicales, paramédicales, pour justement évaluer l'état de santé de certaines personnes, pour savoir où est-ce qu'on doit les positionner, parce que on ne peut pas mettre tout le monde au même endroit, puisque ils ont besoin de plateaux techniques, ils ont besoin peut-être de soins différents. Il y avait aussi les personnes qui étaient à domicile qu'il fallait identifier également à l'aide des professions libérales qui peuvent alerter. Donc il y a forcément besoin, à un moment donné, de positionner des professionnels de santé pour savoir quels sont les besoins immédiats et les besoins dans les jours qui suivent. Et
une dimension on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, c'est la dimension psychologique. Et quand tout à l'heure on parlait de ces agriculteurs qui sont dans l'intensité de l'action actuellement, il va falloir qu'il y ait un accompagnement derrière de ces gens psychologiquement, parce que là ils affrontent une situation pour laquelle ils sont pas forcément préparés, même si on sait que la résilience dont ils peuvent faire preuve à travers leur fonction, leur métier, etc. Mais quelque part, la dimension psychologique et l'impact que ça peut avoir auprès des populations, et notamment ceux qui luttent contre le feu, il faut la prendre en compte. C'est pour ça. Ceux qui ont perdu leur maison, par exemple, au Porge, on voit de nombreux exemples de gens qui reviennent et qui voient qu'il n'y a plus rien. Ça aussi, il faut les accompagner psychologiquement après. Et c'est dans ce but-là que, notamment sous l'impulsion en fait des cellules d'urgence médico-psychologiques, notamment de Gironde, qui sont rompues à ce genre d'activité, peut-être pas sur cette dimension-là, sont tout de suite mis en place un numéro sur lequel les gens qui sont directement impactés par cet événement, qui subissent un traumatisme, peuvent appeler. Et il faut saluer aussi cette mise à disposition. Le numéro, c'est le 15 Alors non, il y a un numéro qui est dédié justement à la CUMP. Une plateforme, il y a un numéro national qui est sur le site de l'ARS, on peut le publier éventuellement, ça peut être aussi rassurant pour certaines personnes qui, des fois, peuvent être dans une situation aussi de déni dans les médias, mais lorsqu'on est impacté directement par un événement traumatique, il faut avoir cette capacité aussi, ou peut-être l'entourage, de dire il va falloir à un moment donné repérer des symptômes annonciateurs d'un début de traumatisme psychologique, et on sait que de toute façon l'impact est forcément important. Et voilà, il faut saluer quand même la mise à disposition de tous ces moyens sanitaires, que ce soit sur le domaine psychologique, sur le domaine somatique, et qui permettent aujourd'hui d'avoir un bilan humain rassurant. Et on se rend compte que finalement c'est surtout les pompiers, malheureusement, qui sont impactés par les pompiers. 110 blessés, a dit la préfète de Gironde. Chaque jour, il y en a pratiquement 20 ou 30 de plus. Regardez les conditions qu'ils ont à affronter avec ce document assez exceptionnel d'un pompier au cœur du brasier qui filme avec ses lunettes. Regardez. Là Vous voyez, il dit là, parce que c'est une flamèche qui a sauté la route. Ils peuvent se retrouver encerclés. Ça, il y a un facteur très important là-dedans, c'est le facteur temps. Dans les incendies, ça va très très vite pour les monter en. Les premiers règlements incendie en Europe datent des Romains en fait. Ce sont les premiers à avoir fait des vrais règlements urbains sur le contrôle de l'incendie et avoir réalisé que le facteur temps était quelque chose de très important. Et à l'époque, ils avaient créé, on n'appelait pas ça des sapeurs-pompiers, on appelait ça des vigiles, et ils avaient réparti les vigiles dans la ville de façon à ce qu'ils puissent intervenir dans les moins de 10 minutes ou qu'il y ait un incendie. Ils avaient aussi limité la hauteur des bâtiments. C'est les Romains ont apporté beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'ils ont oublié d'apporter, c'était la cheminée. Donc ils se chauffaient avec des bras zéro, ça tombait tout le temps et ça créait des incendies partout. Donc c'était un véritable problème à l'époque romaine. Et ils ont été les premiers à avoir réfléchi ça. Il faut savoir que le feu, il y a 4 modes de conduction dans le feu. Il y a de propagation, pardon. Il y a par la conduction, c'est de combustible en combustible, de matériaux inflammables en matériaux inflammables. Il y a la convection, c'est la montée du feu. On le voit très bien dans ces forêts-là d'ailleurs. Il y a la projection, comme on l'a vu, quand il y a des flamèches, ça entraîne des sauts de feu aussi. Et il y a le rayonnement qui est lié à la chaleur et qui lui est lié au facteur temps aussi. C'est-à-dire qu'un feu, au bout de quelques minutes, la montée en chaleur est telle que même les pompiers peuvent plus approcher le feu pour pouvoir l'éteindre. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est une course contre la montre perpétuelle, et particulièrement dans un incendie comme ça qu'on a du mal à maîtriser en fonction des changements de vent, etc. C'est vraiment, il faut s'adapter constamment, et c'est un travail qui est très éprouvant. Et je pense que demain, en plus, avec la chaleur, parce qu'on parle de la chaleur pour l'incendie, mais la chaleur, c'est surtout, ça va représenter un gros inconvénient pour les pompiers eux-mêmes, qui vont se retrouver dans des situations, ils ont leurs gros équipements, ils ont leurs casques, c'est intenable avec 40 degrés.
il va falloir multiplier les rotations, il va falloir déshydrater tout ce Si personnel. vous mettez en plus un masque FFP2... Bien sûr, donc c'est terrible, c'est extrêmement éprouvant. Donc Quentin Bernargot, vous êtes toujours avec nous, président de la Protection civile en Gironde. Vous avez prévu quelque chose de particulier pour la journée à haut risque de demain, d'extrême chaleur et de vent qui vont se renforcer? Tout à fait, on a prévu une hausse des effectifs parce que bien évidemment on s'attend à une reprise de l'incendie et potentiellement de futures évacuations, et je rejoins l'interlocuteur précédent sur le fait que les personnes sont complètement en proie au désarroi, et certaines personnes qu'on évacue, notamment âgées, ne comprennent pas ce qui se passe. Tout le monde n'est pas au fait de cet incendie, tout le monde ne regarde pas forcément les actualités, et on fait face à beaucoup de sidération. Heureusement, tous les secouristes sont formés à l'aide de l'écoute psychologique qui permet avec la CUM justement qui est présente sur les centres d'hébergement d'urgence et notamment au parc des expositions, de pouvoir anticiper et de prévenir. Mais oui, l'ensemble des effectifs, on a déjà vérifié la climatisation sur l'ensemble de nos vecteurs, parce que même si on n'est pas équipé comme les sapeurs-pompiers, la chaleur est effectivement subie par nos équipiers également. Donc on va faire le maximum pour améliorer leur confort et faire en sorte que les interventions se passent au mieux. Guillaume. Oui, est-ce que certains de vos bénévoles sont aussi à la disposition des pompiers en cas de malaise ou s'ils nécessitent des soins, ou est-ce que les sapeurs-pompiers ont leurs propres unités de secours? Alors, dans la grande majorité des cas, effectivement, les sapeurs-pompiers ont prévu et anticipé le fait de pouvoir être pris en charge directement par leurs équipes qui sont à proximité. Mais bien évidemment, tout est coordonné au niveau de la préfecture et du COD. Et si besoin, des vecteurs sont prêts, plus d'une trentaine actuellement sur site, pour partir sur n'importe quelle intervention à n'importe quel endroit pour aller porter secours. Que ça soit à la population, tout à fait les ambulances, ou encore aux sapeurs-pompiers. Quel a été votre principal travail depuis le début du feu, là ? Alors nous étions principalement sur l'évacuation des personnes vulnérables. Comme l'a dit l'interlocuteur précédent, effectivement, de nombreux EHPAD, des centres hospitaliers ont été évacués. Donc la mission de la protection civile, ça a été d'aller récupérer ces personnes qui n'ont pas pu se mouvoir par elles-mêmes. Une fois que l'alerte est lancée par la préfecture, toutes les personnes présentes dans les villes ou dans les communes évacuent par leurs propres moyens, mais il ne faut pas oublier que certaines personnes sont alitées, sont PMR, n'ont parfois pas de famille avec elles, et notre rôle à nous, c'est de n'oublier personne et de faire en sorte que toute personne qui ait besoin d'être évacuée puisse l'être dans les temps, afin d'être raccompagnée vers un centre d'hébergement d'urgence, vers une structure hospitalière, ou encore vers les EHPAD de la région et voire même d'autres départements. Vous manquez de place actuellement ou pas? La répartition se fait correctement? La répartition se fait plutôt correctement. Après, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué pour les personnes qui nécessitent des soins un petit peu plus poussés, comme les personnes alitées ou les personnes qui ont vraiment besoin d'un suivi médical. L'objectif est de répondre aux besoins de chacun. Donc, pour le tout public, le parc des expositions est un lieu où on peut rassembler relativement beaucoup de monde. Actuellement, on a plus de 1000 personnes, mais il est monté pendant le week-end dernier à plus de 3000, voire un petit peu plus. Mais effectivement, pour les personnalités, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué de trouver des structures adaptées à leur situation. Et donc, certains internats se sont transformés en hôpitaux de campagne et nous ont permis, avec des médecins et des infirmiers bénévoles qui se sont mis à disposition, de pouvoir évacuer les personnes qui avaient besoin de soins particuliers vers ces établissements afin de leur assurer un niveau de confort, je ne pourrais pas dire optimal, mais qui se rapproche au mieux de leur pathologie. Restez avec nous. On dit aussi que certains EHPAD, par exemple, ont rouvert des chambres pour accueillir le maximum de personnes. On va revoir également le travail des pompiers toute cette journée et la fatigue des soldats du feu qui sont mis à rude épreuve. Regardez. Sous nos yeux, ces pins s'embrasent en un instant. À bord d'un 4x4 de l'armée, nous parvenons à nous approcher de cette reprise de feu. Nous rencontrons ce groupe tout juste revenu du combat. À bien les observer, nous devinons combien il a été éprouvant. Avec nos cagoules de feu, nos masques de protection également pour tout ce qui est poussière, fumée, ça limite la possibilité de respirer un air oxygéné normalement. Donc plus l'effort physique, c'est assez difficile. Des pompiers à prendre en compte, docteur, tout le temps. Et ils ont leurs propres moyens médicaux? Oui, ils ont un service de santé, les pompiers, qui est dédié au soutien lors des interventions lourdes comme celle-ci, tout à fait systématiquement, composé de pharmaciens, d'infirmiers, de cadres de santé, de médecins. Qui sont eux-mêmes pompiers?
Oui, ça peut être des volontaires, hein, c'est des volontaires ou des professionnels. Ils ont un service de santé qui est complètement structuré et rompu au soutien sanitaire. Donc, ils sont composés de médecins urgentistes, de toutes sortes de catégories professionnelles et spécialités, mais qui eux-mêmes sont appuyés derrière par les services conventionnels, on va dire type SAMU, etc., qui sont tout le temps en lien. Il y a une interopérabilité qui est continue sur le terrain lorsqu'il y a besoin d'évacuer. Si c'est une évacuation qui doit être médicalisée, qui doit être paramédicalisée, qui doit être simplement un vecteur avec des ambulanciers, on fait intervenir le vecteur le plus adapté, type protection civile. Je vous coupe parce que nous retournons sur le terrain, retrouver notre équipe avec Stéphanie Gassibet et Alice Chaumy. Vous êtes au temple et apparemment il y a du mouvement. Stéphanie, les pompiers sont en train de bouger. Tout à fait, il y a 3 camions de pompiers, de sapeurs-pompiers qui sont à côté de nous. Ils s'apprêtent à repartir, on ne sait pas où justement. Nous sommes à l'entrée du terrain militaire du camp de Souges. Sous cette pleine lune, on distingue encore dans la forêt de pins qui est au loin des flammes. On sent très bien la fumée, on ne la sentait pas cet après-midi, mais maintenant elle est beaucoup plus prononcée. Et avec Alice Chaumy, on va s'avancer un peu dans cette direction. Vous allez le voir ici sur la route, il est presque minuit, mais des dizaines de véhicules sont encore là. C'est des camions de pompiers, mais c'est aussi des camions de civils qui sont là pour apporter leur aide comme ils peuvent. Ils sont là avec des camions, des citernes d'eau, mais aussi des ravitaillements pour les pompiers qui sortent très fatigués et qui viennent se ravitailler ici. Donc une chose est sûre, c'est que la fatigue se fait ressentir à cette heure de la journée. Ça fait plusieurs heures que les pompiers luttent contre les flammes, mais ce qu'ils ont tenu à nous dire quand même, c'est ce que nous voyons sur ces images. Ce n'est qu'une seule partie du feu et à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Oui, avec un feu qui repart dans de multiples directions. Merci beaucoup Stéphanie, avec Alice Chaumy à vos côtés. Mika Blujon-Méred, on le disait, il y a toujours quand même une crainte ce soir sur Bordeaux et sa banlieue. Et ça, bon, c'est toujours d'actualité. Oui, parce qu'on est dans la situation des fameux 3-30, hein, donc c'est-à-dire 30% de sécheresse, 30 km/h de vent ou plus, et plus 30 degrés ou plus. Et on sait que les feux, demain matin en particulier, pourraient aller d'ouest en est, donc vers la métropole de Bordeaux. Donc effectivement... Qui est à quoi ? Qui est à une vingtaine de kilomètres là. En fait, plutôt, on va dire, le bout, l'extrémité ouest de la métropole de Bordeaux est, elle, à 20 km du feu à ce stade. Donc on sait qu'il y a ça, et on sait aussi, ou en tout cas c'est ce que les prévisionnistes nous proposent ce soir, qu'il y aurait dans l'après-midi un changement des vents qui éloignerait les fumerolles et les sautes de feu éventuelles de la direction de Bordeaux pour aller un peu plus au sud-est. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a un danger, c'est que la convectivité du feu fasse que demain, si effectivement le feu redevient convectif, tout simplement, il puisse redevenir plus violent avec des feux, avec des vents imprévisibles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les départs de feu se rejoignent ou... En fait, non. En fait, ce que ça veut dire, c'est, imaginez-vous un endroit, le feu est donc tellement chaud que, en fait, les cendres, la fumée, la vapeur d'eau va s'élever en altitude et ça va avoir un effet d'aspirateur, si vous voulez. Et quand ça va arriver effectivement en altitude, ça va générer des nuages de fumée, mais pas juste des nuages de fumée. En fait, ça va plus loin avec ce qu'on peut appeler, ce qu'on a déjà observé pour la première fois il y a maintenant 2 jours, des pyrocumulonimbus. Donc, c'est-à-dire que le feu, s'il est bien convectif, il génère sa propre météo. Et pour les pompiers, c'est un vrai problème parce que de fait, ils ne peuvent pas prévoir l'évolution de ces vents violents et donc imprévisible à l'intérieur de ce nuage généré par le feu lui-même. Donc fondamentalement, là, demain, le principal enjeu, il est d'abord là, dès demain midi, demain début d'après-midi. Et puis le deuxième enjeu qui viendra derrière, c'est comment effectivement tout ça va se comporter sur la journée de jeudi, qui restera chaude sans être pour autant aussi chaude que le pic de chaleur de demain. Et on s'attend à ce que les orages de vendredi ou de samedi puissent calmer un petit peu tout ça. Mais ce calme est censé, là aussi, être temporaire avec une remontée des températures
températures dimanche, voire peut-être des impacts de foudre qui peuvent générer encore d'autres problèmes. Enfin, on sent bien que c'est pas du tout terminé, non. Cette affaire. Quand la préfète nous dit c'est pas fixé, mais c'est stabilisé. C'est stabilisé. Bon, c'est une manière de rester optimiste, mais c'est compliqué quand même. Oui, stabilisé, ça veut dire qu'on voit que le feu ne progresse plus, mais pour autant, il peut y avoir des départs de feu un peu partout, et il y a des formes de compensation. Il n'est pas fixé au sens où quand les pompiers parlent de fixé dans leur terminologie, ça veut dire qu'effectivement le feu ne progresse plus du tout et qu'on rentre dans une démarche cette fois-ci de rentrer dans le feu pour effectivement commencer à véritablement l'éteindre. Le fixé dans le Var. L'objectif est de le maîtriser. De le maîtriser, oui. Ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Dans le Var, le feu est fixé. Ces nuages avec un feu qui qui fait sa propre météo, ça peut gêner aussi les moyens aériens. Oui, dans le cœur du feu. Mais par exemple, un A400M, ça va pas le déranger pour une raison simple, c'est qu'un A400M, puisqu'on parle beaucoup de ça, c'est pour ça que je vais là-dessus, va surtout agir avec ses 20 000 litres de retardant sur les lisières du feu, ou en réalité, un tout petit peu après les lisières du feu, en fonction du vent, pour essayer de retarder la progression du feu et permettre aux pompiers de pouvoir se réadapter en fonction. Sur les Canadair qui vont au plus proche. Voilà, c'est les Canadair qui attaquent. En fait, qui ont les hélicoptères qui attaquent vraiment le feu au centre du feu, là où il y a les foyers. Et encore une fois, la 400M qui peut faire 2 passages maximum. Parce oui, c'est ce qu'on a vu, même les plus petits moyens comme les hélicoptères d'ailleurs sont même presque déversent plus d'eau, je crois, par jour que des beaucoup plus gros avions, pour la bonne et simple raison, qui font des rotations beaucoup plus nombreuses en fait. Ils font des rotations extrêmement rapides. Oui. Puis une des rares bonne nouvelle dans cette catastrophe majeure, c'est qu'il y a beaucoup de points d'eau en fait dans cette zone-là. Il y a énormément de grandes étendues d'eau sur lesquelles y compris la mer qui est pas très loin. Absolument, y compris la mer, mais on n'a même pas besoin parfois d'aller jusqu'à la mer. Et puis heureusement aussi on a l'Europe, puisque vous savez que maintenant il y a 11 équipements aériens venus de toute l'Europe qui sont là en appui, et ça tombe bien parce que la France n'a pas beaucoup de Canadair. Il y en a 5 sur les 12 qui sont en maintenance, et donc on est bien content d'avoir les Canadair croates, les air tractors portugais, les hélicoptères tchèques. Tout le monde est venu à la rescousse, même les Turcs, parce qu'en fait l'embryon de sécurité civile européenne, RESC-EU, c'est comme ça qu'ils disent ça dans ce sabir anglophone de la Commission européenne. C'est une organisation qui regroupe même des pays qui ne sont pas dans l'UE, comme la Turquie. Oui, mais tant mieux. Plus on peut mettre de moyens en commun, mieux c'est. Regardez, par exemple, exemple concret, des pompiers français qui accueillent à bras ouverts leurs confrères suisses. Ça va depuis hier. Ouais, on est encore ensemble. C'est ça. C'est génial. C'est facile de travailler ensemble. Franchement, ouais. On est tous motivés, on est main dans la main en fait. C'est vraiment c'est impressionnant. Des Suisses et des poids de vin, c'est improbable. Qui l'aurait cru aujourd'hui? Ça fait un bon mélange. C'est génial. On va aller à Genève, on est invité apparemment. Donc pour toi, le dispo qu'on a monté, c'est ok. C'est nickel. On poursuit. Ouais, on poursuit comme ça. Nous, on est arrivé cette année plus rapidement qu'en 2022. Ça veut dire qu'on a combattu et qu'on combat des incendies. En 2022, on avait traité que des reprises sporadiques et beaucoup moins grandes et moins intenses que cette année. Voilà, la coordination entre les différents soldats du feu européens. Quentin Bernargot, vous qui êtes président de la protection civile de Gironde, vous avez aussi ce genre d'accord entre protection civile de différents États ? Bien sûr, non seulement entre protection civile de la Gironde et les autres départements français, puisque c'est une mobilisation aujourd'hui qui est nationale. La FNPC, donc notre fédération nationale, a diffusé un message d'alerte dès le premier jour de ces incendies. Et aujourd'hui, nous avons plus de 20 départements qui sont venus à notre renfort et qui nous ont permis justement de pouvoir mettre des moyens conséquents pour toutes nos activités. Et c'est encore plus de collaboration avec l'ensemble des services de l'État, car nous sommes constamment en relation, par exemple, avec la gendarmerie pour les personnes qui sont isolées et qui sont restées à leur domicile pour nous signaler justement que ça ne va pas, des particuliers qui, pareil, nous donnent des informations. On a pu livrer plus de 2500 LIPICO sur les différents centres d'hébergement sur lesquels nous sommes présents également. Et donc en tout, c'est à peu près 23 communes assistées, 12 EHPAD évacués et bien plus de 500 personnes qui ont été évacuées également, sans compter ceux qu'on a pris en charge
via des bus pour permettre leur évacuation, mais ça, c'était des personnes mobiles. Merci beaucoup Quentin Bernago d'avoir été avec nous, président de la protection civile de Gironde. Alors que vous le voyez toujours sur ces images en direct, eh bien les pompiers sont toujours à pied d'œuvre avec cette extrême difficulté, c'est de se rapprocher au plus près des flammes. Alors la nuit, c'est d'autant plus difficile. Et encore une fois, on l'a dit, les pompiers qui ont déjà lutté sur les lisières, 120, 130 km de lisières, c'est absolument gigantesque, c'est du jamais vu en France. En attendant le retour du jour dans quelques heures. Et puis demain, cette journée de tous les dangers avec plus de 40 degrés et cette vigilance canicule orange et des vents qui pourraient là aussi tourner. Donc on est loin d'être sorti d'affaire. Non, il faut rester optimiste. Mais le feu de Gironde n'est toujours pas fixé. Bonsoir Bruno Lafont, merci d'être avec nous. Alors vous êtes maire de Biganos, vous avez été évacué. Quelles sont les informations dont vous bénéficiez ce soir? Qu'est-ce qui a changé près de chez vous? Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis dimanche soir où on a évacué la population. Et nous sommes toujours en attente parce que nous ne pourrons pas bouger et il n'y aura rien de nouveau tant que le feu ne sera pas ou fixé ou contenu. Et pour l'instant, la journée de demain, vous venez de le dire, serait une journée capitale puisqu'il faudra savoir si on a pris le dessus sur ce feu gigantesque, sur ce monstre, et si on a à gérer, je dirais, un feu normal, mais sur une superficie de 42 000 hectares, et vous l'avez dit également, sur 130 km de pourtour. Biganos, combien d'habitants et est-ce que l'évacuation s'est passée relativement bien? Tout le monde a pu rejoindre un endroit sécurisé pour dormir? Alors il y a pratiquement 12 000 habitants, mais nous avions également 500 personnes que nous avions accueillies puisque nous étions une commune qui avait accueilli des réfugiés du feu des communes précédentes. Et 2 jours auparavant, et donc nous avons fallu faire déménager ces personnes. Ça s'est passé, quand j'y pense, relativement bien. Il y avait quelques personnes en difficulté de mobilité, dont nous avons été obligés de nous charger avec des ambulances. Écoutez, on a fait une improvisation suivant un plan communal de sauvegarde qui a marché puisque tout s'est passé sans incident et nous avons identifié toutes les personnes. Nous avions également 2 EHPAD, un centre pour handicapés très lourd, donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup de difficultés, mais écoutez, c'est fait. Guillaume. Oui, vous êtes aussi, je crois, à la tête de l'association de défense des forêts contre l'incendie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez des critiques contre les entreprises forestières à qui on reproche d'avoir trop planté, par exemple, le long des routes ou de ne pas avoir fait suffisamment de parcelles coupe-feu? Monsieur, ça fait plusieurs années que je suis à la tête de la responsabilité de la DFCI de la Gironde, mais également de la région, et je faisais partie de ceux qui demandaient depuis longtemps que nous mettions les plans à distance des fossés, des chemins, pour que nous ayons une vue du quadrillage et que nous entretenions les pare-feux que nous avions, qui ont été faits par nos grands-parents, nos aïeux, et qu'aujourd'hui nous allions avoir une forêt, nous savions, nous les forestiers, puisqu'on nous prévoyait des essences différentes et des difficultés sur les essences d'aujourd'hui pour 2040. Malheureusement, nous y sommes aujourd'hui. Donc nous savions qu'il allait y avoir un changement climatique et qu'il y aurait des difficultés. Donc je demandais à ce qu'on adapte la forêt des façons plus modernes, avec des pare-feux plus grands. Et résultat, aujourd'hui, nous sommes obligés de les faire par précipitation, alors que nous aurions pu le faire de façon concertée. Mais en France, le bon sens a disparu. Et donc, on nous reproche que lorsqu'on crée une piste forestière ou lorsqu'on abat des arbres, eh bien, on fait partir de la biodiversité, ça dérange, et c'est pas dans l'air du temps. Mais résultat, on a perdu 42 000 hectares. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme, pardonnez-moi monsieur le maire, mais aussi de mercantilisme, c'est-à-dire de dire, non, on peut pas se permettre de faire des pare-feux aussi larges parce qu'on va perdre des hectares, non, faut mettre les arbres les plus près des routes parce que ça rapporte. Monsieur, il faut d'abord balayer devant sa porte. Je pense qu'il y a une partie de cela aussi. Parce que si nous avions été responsables, et je me mets dedans, puisque je suis également sylviculteur, je n'ai pas réussi à les convaincre.
Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est arrivé en 2022 et qui est arrivé aujourd'hui, je pense que le moment est venu pour que nous nous mettions autour de la table et pour savoir si nous voulons consacrer et perdre un certain nombre d'hectares dans des carrés qui seraient perdus, si vous permettez, ou alors si on veut tout perdre. Et donc, je pense que entre ceux qui font de la résistance, et le président de la République l'a très bien dit, quand il a employé le mot de résistance, il y a de notre côté et des côtés dont je vous ai signalé tout à l'heure, les oppositions qu'il pouvait y avoir aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, Bruno Lafond, de changer certaines espèces d'arbres et de ne pas faire que de la monoculture de pins ? Monsieur, le pin maritime existe depuis avant que les Romains viennent sur ce territoire, puisque moi je suis l'une des communes les plus anciennes. La peuplade des Boyos, donc Biganos, les habitants s'appellent des Boyens, la peuplade des Boyos, qui sont arrivés, des espèces de vikings qui sont venus, qui ont échoué. Donc il y avait déjà du pin maritime. Le pin se plaît ici. Le pin, si on lui met pas le feu, il vit sa vie. Et c'est parce qu'il y avait un risque que les anciens, après 1949, ont créé une organisation particulière qui est la DFCI, puisque nous sommes, et je le répète, la seule région en France où nous payons une taxe pour aménager la forêt par des points d'eau, par des chemins, parce que nous savions que nous en aurions besoin pour que les pompiers rentrent dans ce massif. Or, aujourd'hui, le pin maritime n'est pas à remettre en cause, que nous ayons des bordures avec des feuillus, mais c'est aujourd'hui une économie, une biodiversité, mais il faut faire attention, et c'est pour ça que nous disions depuis longtemps que le feu suit l'homme, et qu'il faut faire attention, que la pression sociale est trop forte, d'où la prévention très forte, et je l'avais dit en 2022, mais l'arbre en lui-même, moi vous me permettrez, j'ai jamais vu un arbre s'auto-enflammer, si on ne lui met pas le feu, il vit sa vie. Le pin maritime est un risque, d'où avoir un système de prévention efficace et en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que nous devons revoir totalement notre copie. Et vous dites que pour aménager la forêt, pour la percer, même si les forestiers veulent le faire, ils en sont parfois empêchés entre guillemets par des normes qui sont trop strictes. Vous pensez que la réglementation doit évoluer pour que y ait plus de liberté pour faire des coupes, y compris quand il y a ça peut avoir un impact sur la faune? Oui, monsieur, mais que nous ayons des règles, je pense qu'on peut avoir des règles. Mais on est rendu dans un pays où on veut laver toujours plus blanc que blanc. L'histoire des coupes rases, puisqu'aujourd'hui, on voudrait nous obliger à avoir des coupes rases, un certain nombre. C'est venu des pays scandinaves qui ont coupé des centaines et des centaines d'hectares pour récupérer du bois qu'ils allaient chercher en Russie et qu'ils ne pouvaient plus aller chercher. Et nous, on nous l'a appliqué en France. Mais si on veut avoir du bois et une industrie forestière convenable, au lieu d'importer 6 milliards d'euros de bois d'étrangers, eh bien, écoutez, il faudrait s'occuper de notre forêt française. Or, la forêt, on n'en parle que quand il y a le feu ou quand il y a des tempêtes. Mais oui, il y a des réglementations qui sont trop dures, puisque quand on veut faire une piste forestière, il faut établir des études, des études de 4 saisons dans certains cas, et si on ne respecte pas comme il faut, on prend un PV par l'Office français de la biodiversité. C'est eux, ils sont chargés de cela, c'est leur rôle, c'est pas eux à remettre en cause, c'est la loi qui n'est pas bien faite. Donc, si vous voulez, on savait que la forêt de la Teste allait brûler puisqu'il n'y avait aucun aménagement. Eh bien, on l'a vu, mais quand il y a des aménagements, ça brûle aussi. Mais lorsqu'on veut refaire des pistes à des endroits où nous souhaitons, après des incendies, restructurer le massif, c'est difficile. C'est ce que j'ai dit, on parle, on fait venir des experts, on fait venir des ingénieurs qui viennent nous voir, qui viennent nous conseiller. Mais derrière, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2022? Nous avons fait 316 km de plus, et nous avons fait 1400 points d'eau supplémentaires. Voilà, ça c'est le travail qu'on a pu réussir à faire. Mais on aurait pu faire beaucoup plus. Mais écoutez, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous allons devoir nous mettre tous autour de la table, mais des palabres, c'est ce que j'ai dit au président de la République, ça suffit. Maintenant, il faut passer aux actes. Et comme lui l'a fait pour Notre-Dame, eh bien, il faut des fois s'asseoir sur un certain nombre de réglementations Bruno Lafond, je reviens à votre notion, enfin à votre métier de maire de Biganos, pardon. Qu'est-ce que vous redoutez la nuit? Est-ce qu'il y a des risques de pillage à nouveau? Est-ce que vous savez si votre commune, 10 000 habitants, est suffisamment sécurisée? Écoutez, nous avons la chance à Biganos d'avoir un PC de la gendarmerie
avec un véhicule qui est arrivé ce matin, un Centaure, qui passe dans les rues, qui lance la sirène pour empêcher que les gens dorment s'ils sont restés chez eux. Et il y a des dizaines et des dizaines de gendarmes, d'escadrons, qui passent à travers la ville. Les villes sont très étendues ici, hein. Et nous sommes plusieurs communes, mais dans la nôtre, pour l'instant, écoutez, on fait en sorte de faire confiance à la gendarmerie, mais je peux vous dire que nous sommes dans une situation qui correspond à la Covid. Il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a pas grand monde, et je peux vous dire qu'une seule voiture qui apparaît dans la ville, ça se voit. Merci beaucoup Bruno Lafont, maire de Biganos, qui vous-même avez été évacué, et c'est toujours intéressant d'avoir votre témoignage. Regardez à présent aussi les pompiers, encore une fois, qui luttent, et vous le voyez sur ces images à gauche de votre écran, eh bien, qui ont leur propre organisation, notamment pour réparer leur matériel. Sur ce site de maintenance mobile, installé aux portes de l'incendie. Pneus crevés, câbles de traction sectionnés ou simple panne d'essence. Ça n'a pas de prix, on gagne un temps de fou. 60 interventions par jour, une vingtaine la nuit, avec un objectif, renvoyer les véhicules sur le front le plus vite possible. Donc les mécaniciens, c'est des vrais couteaux suisses, ils ont énormément de polyvalence et ils font tout et n'importe quoi le plus rapidement, le plus efficacement possible. On voit très bien ici que la membrane globalement elle a fondu, que le piston ne peut pas remonter, donc on va devoir remplacer cette pièce. On va avoir des chocs contre les véhicules, donc ça peut être de la casse, du choc mécanique, des torsions, des arrachements, des flexibles. Voilà, les pompiers qui évidemment ont leurs propres mécaniciens, leur propre réparation. Demain, donc, journée absolument cruciale de cet incendie de Gironde, avec encore une fois des températures très élevées, des feux qui pourraient être tournoyants. Nicolas Gonzalez, là aussi, demain, plus de 40 degrés sur la Gironde, ça va poser des nouveaux problèmes, notamment pour les personnes à risque? On va retrouver des conditions qu'on a déjà connues il y a un mois de cela, c'est-à-dire que on a un risque essentiellement de déshydratation, de coups de chaud pour les personnes les plus vulnérables, et puis notamment pour les soldats du feu, qui vont être exposés à cette chaleur extrême. Donc là-dessus, ils vont avoir droit, je pense, à un briefing et puis à une prise en charge, à un soutien sanitaire adapté. Mais la canicule, bon, si c'est sur un jour ou deux, on n'aura probablement pas un impact aussi dramatique que ce qu'on a pu vivre fin juin. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'inquiétude particulière. Les services de santé sont habitués, on va dire en quelque sorte, à ce phénomène maintenant, et donc peuvent s'adapter et l'ont anticipé puisqu'on a des prévisions météorologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus vigilants. Mais quand on voit par exemple ces évacuations au parc des expositions de Bordeaux, bon, ça paraît quand même assez précaire. Est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a la possibilité de se prémunir de ces températures extrêmes? Le parc des expositions a servi un peu de hub qui accueille et qui permet de après répartir les patients vers les différents services adaptés, au lieu qu'ils arrivent tous au même endroit à l'hôpital et qu'ils engorgent les services directement d'urgence par exemple. Mais la question de la climatisation et du rafraîchissement, ça je ne sais pas si le parc des expositions de Bordeaux est en capacité de rafraîchir l'espace important qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tout à fait. En tout cas, LCI s'est associé à la Croix-Rouge française. Vous pouvez toujours faire un don pour soutenir les bénévoles pour poursuivre l'ensemble de leur mission. Regardez, pour envoyer par exemple 10 €, vous tapez don DON par SMS au 92 200 ou bien rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge.fr. On va retourner sur le terrain tout de suite avec Stéphanie Gassibet et Alice Chaumy qui est devant le camp de Souges en Gironde, ce camp qui est particulièrement menacé avec des départs de feu à nouveau ce soir.
sommes toujours à l'entrée du terrain militaire du camp de Souges. Vous le voyez sous cette pleine lune sur les images d'Alice Chomy. Nous pouvons voir de la fumée qui se dégage. Nous pouvons voir aussi quelques brasiers de couleur orange qu'on peut distinguer entre les arbres de pin. Tout à l'heure aussi, un hélicoptère de reconnaissance faisait des boucles au-dessus du cercle de fumée. Ici, les pompiers sont toujours aussi mobilisés, les civils aussi. Ils font de plus en plus d'allers-retours vers les points d'eau pour remplir leurs camions et être le plus efficace possible pour venir en aide aux soldats du feu. On ne sait pas pour l'instant si, au moins ici, on ne sait pas si les flammes ont pénétré le camp de Souges, mais en tout cas, vous le voyez, la vue d'ici, on voit que le feu est toujours là. Et vous voyez les camions de pompiers y aller sur ces flammes, ils réussissent dans le noir à aller au plus près de ces flammes? En tout cas, à l'entrée, en discutant un tout petit peu avec eux, il y a une route qui coupe cette forêt de pins en deux. On sait que sur la route, il y a une vingtaine, voire une trentaine de camions de pompiers. Nous, ici, à l'entrée, on les voit en sortir à toute vitesse, remplir leur citerne d'eau et foncer directement. On ne sait pas s'ils sont tout près des flammes ou pas. Dans la nuit, on n'arrive pas à le distinguer. Mais en tout cas, oui, ils retournent à l'intérieur du terrain militaire.